Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir. En ce 5 décembre 2017, 20 jours de Noël, eh ben oui, ça s'en vient rapidement. Et ce soir, ben on a un petit cadeau pour vous, chers auditeurs. On commence les fêtes, nous autres, puis on y va fort. Notre cher Steve Fortin est avec nous. Salut Steve, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, tu nous fais une surprise ce soir? Ben, une surprise, je vais dire que je suis pas mal content que Benoît Dutrisac soit avec nous. Donc, il n'a pas donné beaucoup d'entrevues depuis la fin de son purgatoire médiatique, comme il l'a appelé lui-même. Mais c'est ça. Et puis, on va discuter avec lui ce soir et je le remercie beaucoup d'être là. Ben, et je te laisse avec Benoît. Bonsoir, M. Dutrisac. Hey, salut, ça va? Ça va bien, ça va bien. Benoît Dutrisac, François Saint-Louis au micro. Je vous laisse tout de suite en compagnie de notre cher ami Steve Fortin. Merci d'avoir été là encore. Ça marche. Certainement. Donc, voilà, le premier sujet dont j'aimerais qu'on parle, Benoît, si tu le veux bien, c'est, tu avais parlé donc d'un purgatoire médiatique, de la fin d'un purgatoire médiatique, en fait, et du fait que, justement... En fait, Steve, j'ai parlé d'un purgatoire contractuel. Oui, c'est vrai, d'un purgatoire contractuel, oui. Oui. Et puis, quand j'ai vu ça passer, je me suis tout de suite demandé, donc, on savait, il y a une entente, tout ça c'est bien normal, mais tu sais, quand tout ça s'est passé, puis on a longuement parlé de la fameuse entrevue avec Lino Zambito, celle qui a disparu à un moment donné et tout ça. Qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui de cette entrevue-là, ou qu'est-ce que tu veux en dire? Qu'est-ce que je veux en dire? Je pense que c'était une entrevue qui était incontournable. C'est une entrevue à laquelle il n'y a pas de suivi, puis il n'y a pas de réponse. C'est une entrevue qui m'a amené à me pencher sur le cas de Luigi Coretti. Puis tout le monde a la même opinion de Luigi Coretti, pour ceux qui reconnaissent le nom. Tu dis, oui, c'est un bandit, c'est un croche. Puis là, quand tu constates qu'il y avait une accusation de fraude contre lui, puis c'est même pas lui qui a fait de la fraude, c'est Tony Tomassi qui avait bombé sa carte de Petro-Canada. Tony Tomassi, ancien ministre de la Famille, qui a d'excellentes activités parascolaires. Ben, là, tu dis, attends, Luigi Coretti, il est aussi dans la police militaire. Luigi Coretti a été appelé à son procès, puis finalement, le DPCP dit, Luigi, reste donc chez vous. Puis Luigi Coretti dit, non, moi, je veux faire entendre l'ancien chef de police, puis l'ancien ministre de la Justice, puis non, Luigi, retourne chez vous, tout est cool, tout va bien. Moi, j'ai jamais vu ça. Oui, pour que les gens qui nous écoutent là, comprennent là, le contexte de ça. Donc, bien sûr, dans le cas du procès de Luigi Coretti, il avait promis, on s'en souvient, dans le Journal de Montréal, on en avait parlé, il avait promis de citer à procès, dans le cadre de son procès, par exemple, l'ancien ministre de la Justice, Sécurité publique, Jacques Dupuis. Il avait aussi promis, donc, de même de mettre dans le box Jean Charest. Lui, il arrêtait devant rien. Il était déterminé à se défendre en cours. Et puis, bien entendu, l'arrêt Jordan. Et puis, dans ce cas-là, il apparaît que, si on veut, la couronne a décidé de ne pas trop contester ça. Et j'ai été moi aussi un de ceux qui étaient bien... Mais de pas c'est ça, pas de procès, donc... Ils n'ont même pas eu de procès. Luigi Coretti a été retourné chez lui. Fait que là, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, et je pense que c'est un euphémisme. Mais dans la vie, tu fais des choix, puis il y a des choix qui sont plus risqués. Il y en a qui ont du courage, il y en a qui en ont pas, il y en a qui se cachent, puis il y en a qui tiennent tête. Fait que c'est un choix dans la vie. Moi, qu'est-ce que tu veux, moi je fais mes affaires, puis les autres, qu'est-ce que tu veux, qui vivent avec leurs conséquences, là. Et si je comprends bien, donc, si c'est à faire, cette entrevue-là, tu la ferais parce qu'elle était nécessaire et essentielle. Elle était nécessaire et essentielle. Puis à ce jour, on voit Lino Zambito qui se démène, puis qui pose des questions, puis qui veut des réponses, et qui a... il y a Jacques Duchesneau qui a provoqué la commission Charbonneau, puis après, celui qui a permis d'ouvrir les portes, puis qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur du bordel, c'est Lino Zambito. Fait que lui est encore là, puis on voit encore aujourd'hui à TVA des rapports internes caviardés sur la situation à l'UPAC. Puis il m'a dit, la situation à l'UPAC,
moi, j'ai demandé souvent à Robert Lafrenière en entrevue, je l'ai même croisé par hasard à Télé-Québec, j'ai dit qu'est-ce qui arrive, on peut plus se parler. Je l'ai invité au Franc-Tireur et son gendre, le boss, M. Prudhomme, le boss de la Sûreté du Québec. Puis là, ils ont tous refusé ces entrevues-là. Puis tu dis, moi, je pense que ça serait important de rassurer les gens, de savoir que les policiers de l'UPAC font leur travail, on leur permet de faire leur travail, on n'intervient pas de façon politique dans le travail des policiers, des enquêteurs, il n'y a pas de patronage, il n'y a pas, ce qu'on m'a dit, 300 dossiers sur les tablettes qui attendent d'être enquêtés, juste savoir ce qui se passe là. Il me semble que dans une démocratie, c'est important d'avoir confiance aux services policiers. Et s'il y a une chose qu'on peut dire, pour l'avoir reçu ici à quelques reprises à cette émission-ci, Lino Zambito, il est allé parfois de déclarations, certaines personnes, même dans le milieu journalistique, qui m'écrivaient en privé, « Oh, c'est gros ça ». Et jusqu'à présent, en tout cas, on doit quand même l'admettre, quand Lino Zambito a mentionné quelque chose à notre antenne, ça s'est avéré souvent. Là, on le voit aujourd'hui, là, quand on a décaviardé le rapport par rapport au climat de travail, quand Lino Zambito, il y a quelques semaines de ça, disait à notre antenne, c'est pas vrai ça. Ce que M. Boulanger vient de dire, c'est faux. Le climat de travail est pourri, les gens quittent à pleine porte. On entendait ça, nous, ici, et puis, encore une fois, quelques semaines après, ce que Lino a avancé, donc, ça se défile, ça arrive devant nous, on le voit, et je pense qu'il y a une crédibilité quand il parle de ces choses-là, Lino Zambito. Mais c'est grave de voir, tu sais, là, je peux en parler un peu, mais c'est grave de voir un parti politique comme le Parti libéral boycotter une émission comme j'avais le midi. Mais il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit. Tout le monde au Québec trouve ça normal. On trouve pas ça normal que Carey Price soit absent 2 semaines. Là, c'est vraiment les théories du complot. Mais qu'une émission soit boycottée par le parti, par le gouvernement, ça. Puis moi, dès que je partais en vacances, là, tu voyais venir têter tout ce que j'avais créé comme émission, tout ce que j'avais mis en place, la fidélisation des auditeurs. C'est pas mon remplaçant qui a créé ça, là. C'est moi et le choix des collaborateurs et l'équipe de recherchistes et Larry Dufresne à la réalisation. C'était un travail d'équipe. Puis là, tout à coup, moi, je sortais des ondes. Tu avais toute la gang de libéraux qui venaient à 4 pattes, là, puis nous renifler le péteux de tout le monde. Là, tu dis, c'est vraiment... Puis il n'y a personne qui est offusqué de ça, puis il n'y a personne qui trouve ça étrange, tu sais, ou injustifiable. Mais ça, Benoît, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu un peu... tu sais, ça a dû te faire de quoi quand même que ça arrive, ça, et puis ben là, tout à coup, il me semble que j'ai pas senti un incroyable mouvement de solidarité pour dire, regarde... Pas tout. Ben, tout. Moi, non, mais pas pourquoi? tout. Comment t'expliques ça? Pourquoi? Comment t'expliques ça? C'est facile à expliquer. Money talks. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais. Puis la solidarité, la loyauté, oublie ça, là, ça existe pas. On regarde nos poches, puis c'est ça qui est important. C'est correct, c'est un choix. C'est un choix, ouais. Puis chacun fera son choix, et puis moi, je ferai les miens dans les mois à venir. Ben, écoute, c'est bien dommage parce que je vais le dire comme je le pense. Et il y a tellement de gens, j'ai écrit quelques textes là-dessus, ce que j'en savais, et je peux te dire une chose, il y a beaucoup de gens qui me disaient, moi j'écoutais l'émission, puis j'ai vu plein de gens qui te l'ont dit à toi aussi, moi j'écoutais l'émission de Benoît Dutrisac parce que on avait l'impression que peu importe le parti politique, peu importe le politicien ou n'importe quel domaine, ouais. Quand on était à ton micro, c'était pas de la bullshit, puis tu te faisais pas ressasser les lignes de presse qui avaient été préparées par l'attaché politique ou par un système par un tu sais, non, quand on arrivait là, tu voulais avoir des réponses et tout ça, puis je pense que les gens étaient vraiment attachés à ça. On retrouve pas ça beaucoup quand même dans le paysage médiatique là, en général, non? Ah, ça c'est pas à moi de juger ça, tu sais, puis chacun fait sa job à sa façon, avec leurs intentions qui leur sont propres. Là. Chacun est motivé par ses propres intentions. Fait que moi, mes intentions, je les connais. Ceux des autres, je m'en fous, là, ça me regarde pas. C'est aux auditeurs de le savoir, aux téléspectateurs. Moi, c'est vrai. Je sais que mon père travaillait 6 jours par semaine. Je sais que ma mère a fait des ménages. Puis je sais que c'est quoi manquer de fric parce que j'ai été auteur dans ma vie.
Puis je sais c'est quoi d'être à la réception d'une entreprise en attendant une job ou une entrevue. Puis ça, je l'ai jamais oublié. Puis des fois, il y a bien du monde dans les médias ou en politique qui aurait un avantage de temps en temps à prendre la petite brosse là dans le pot à côté du bol de toilette puis de laver son propre bol de toilette, pas le faire par quelqu'un d'autre pour te ramener sur le plancher des vaches. Ah, c'est tellement vrai. Puis je dirais aussi par rapport à ça que je pense que les gens aimeraient beaucoup savoir quand tu parles des députés ou en tout cas des gens du Parti libéral du Québec qui n'allaient pas à ton émission. Est-ce que ça s'est fait graduellement? Est-ce que tu es capable de trouver comme un point à un moment donné où ça avait dérapé avec quelqu'un? Comment ça s'est passé? Ah oui, non, je le sais, c'est parce que j'ai fait référence, puis ça c'est mon erreur, tu sais. J'ai fait référence au séjour de Philippe Couillard en Arabie Saoudite, tu sais, puis j'ai mal tourné ma phrase, puis quand tu es en direct 15 heures par semaine, ça arrive, tu sais. Puis soit, tu sais, puis là, je me suis repris tout de suite, mais on a sauté sur l'occasion, tu sais. Fait que je pense que ça faisait l'affaire de bien du monde de plus revenir à l'émission, de bien des libéraux de pas revenir à l'émission, tu sais. Puis sincèrement, moi, j'ai toujours traité les libéraux comme les péquistes, comme les caquistes, comme Québec solidaire, tu sais. Je posais des questions, puis j'écoutais la réponse. Puis j'essayais d'y aller avec le gros bon sens, puis un peu de jugement, puis le sentiment d'être un citoyen, un consommateur, puis un père de famille. Puis tu sais, bon, fait que moi, je sais qu'on peut pas me reprocher d'avoir été partisan envers qui que ce soit. Ben ça c'est vrai. Puis pour toute personne qui est dans ce milieu-là, quand tu dis 15 heures de direct par semaine, là, c'est énorme. Et puis j'en connais pas, moi, des animateurs qui ont pas fait de gaffe à un moment donné, de journalistes qui ont pas fait de gaffe à un moment donné non plus. Et ça, avec n'importe quel politicien ou même avec une personne, des dignitaires même, des fois, je veux dire, il y en a plein. Tu sais, un animateur ne devrait pas avoir à payer pour ça. Même une mauvaise blague, tu sais, t'es en direct, là, t'es 15 heures par semaine, tu sais, puis faut que les gens comprennent aussi que t'as une vie personnelle, t'as des enfants qui ont peut-être des problèmes à l'école, ou, tu sais, ton couple va pas bien, je parle pas de moi, là, tu sais, je parle en général, mais il y a des circonstances personnelles qui affectent aussi la façon de travailler. Tu sais, des fois, t'es moins en forme, des fois, les enfants sont malades, fait qu'il faut tenir compte de tout ça, puis je veux dire, Jean-François Dumas d'Influence Communication m'a déjà dit il y avait personne qui faisait autant d'entrevues par émission, par semaine à la radio. Personne. Et moi, j'en faisais 7-8 par jour, puis les 7-8 devaient être bonnes, puis devaient être documentées, puis je devais pas dire de niaiseries. Ben, et ça nous manque beaucoup. Je vais dire que nous sommes plusieurs à espérer à un moment donné que une autre tribune, qu'il y aura une autre tribune, une tribune du même genre où on pourrait traiter de tous les sujets, parce que tu le faisais. Et puis, est-ce que il y a, je sais probablement tu pourrais pas dire ça maintenant, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans tes cartons des fois où alors, je peux rien dire là, pour l'instant là, mais okay. Mais il y a des choses qui s'en viennent. Puis, tu sais, il faut pas oublier, là. Moi, il y a une affaire à laquelle je tiens, là. Tu sais, on a eu du fun à faire cette émission-là. Tu sais, c'était pas toujours des procès, puis des engueulades, puis la chicane. Ça arrivait rarement que je pognais un nerf, tu sais. Ça arrivait rarement. On avait surtout, je pense, des conversations, soit intelligentes, soit... Mais le critère principal, c'est qu'est-ce qu'on apprend dans cette entrevue-là. T'sais, il fallait qu'on apprenne quelque chose partout. Moi, j'ai jamais eu de chroniqueur qui venait dire, moi, je pense que, puis venir donner son opinion. Je cite toujours Dirty Harry de Clint Eastwood là-dessus. Là. Il y a un film de Deadpool en 1988. Il disait « Opinions are like assholes. Tout le monde, everybody's got one. » Les opinions, c'est comme des gros tout le monde en a. Fait que avoir de l'information, apprendre quelque chose, comprendre quelque chose, c'était ça la norme de l'émission. Ah, puis ça manque, je dois le dire. Je vais passer à un deuxième sujet duquel je voulais parler avec toi parce que on se suit sur les réseaux sociaux. Je regarde ça des fois de loin et puis t'as osé dire, tu me vois venir, t'as osé dire, coudonc, ça serait le fun. Je suis allé au Centre Bell, puis t'es pas le premier qui remarque ça. Ça serait le fun quand même qu'il y ait des tunes québécoises et tout ça.
puis j'ai remarqué là l'espèce de pléthore de commentaires que tu as reçus. Des fois, ça dépasse l'entendement de gens qui vont finalement militer pour que on n'entende pas à quoi ça sert et tout ça. Puis je te voyais répondre à tous ces gens-là. Ça te décourageait pas un peu? Ben, je vais pas répondre à tout le monde, tu sais, mais moi, je trouve ça extraordinaire qu'on se dénigre nous-mêmes. Je trouve ça extraordinaire qu'on soit même pas capable de dire, attends une minute, là, je vais te donner, ce soir, je vais te donner 600$. Puis là, il faut c'est comme si on nous faisait de la charité de reconnaître notre culture francophone, puis d'en jouer, c'est même pas 80%, là, on demande juste moitié-moitié. C'est trop demandé. Puis le DJ du Centre Bell m'a dit, j'ai fait jouer 5 tunes. Il m'a dit, il y en a une que j'ai pognée là-dessus, là, c'est Charles Lebois. Elle a joué une seconde et quart, l'arbitre a mis la rondelle au jeu. Fait que les autres, je sais pas quand est-ce qu'elles ont joué entre les périodes, mais c'est à la limite baveux envers les clients, envers ceux qui payent leur bière 11$, puis qui ont du fun, puis qui viennent payer le salaire de Patcherity, puis Plicanec qui disent même pas bonjour, merci. Puis ils sont à Montréal. Et je trouve que d'un point de vue marketing, c'est sans dessein. Parce que tu sais, à Détroit, puis tu regardes le match, tu dis, coudonc, est-ce qu'ils sont à Cincinnati? Ben non, ils sont à Montréal. Puis à Montréal, c'est francophone. Puis de temps en temps, on va écouter n'importe quoi, là. Yann Perrault, Pagliaro, Ariane Moffat. Il y en a des tunes qui brassent puis qui sont le fun. Loco Locas, c'est pas comme si Marie-Mé, elle a des tunes qui brassent. C'est pas comme si on n'avait pas de musique entraînante pour le Centre Bell, mais vu qu'on demande rien, puis on est toujours à quatre pattes, puis on s'excuse d'exister, ben pourquoi pas? Hey, souviens-toi, Steve, là, on célébrait les 100 ans du Canadien avec quelle tune? Te souviens-tu? Je m'en souviens pas. Avec U2, man. Avec U2. Hey, on faisait jouer du U2 pour célébrer les 100 ans du Canadien de Montréal. Un groupe irlandais qui ne paye pas ses impôts. Des fois, je trouve ça décourageant moi-même, mais il y a une chose, par contre, des fois, je me demande à quel point les gens qui sont au Centre Bell, parce qu'il y a une chose qu'on oublie parfois. Autant ceux qui vont dire c'est pas important le français, puis achète-nous pas avec ça, je vais voir là pour voir les Canadiens, puis de toute façon, qu'est-ce que ça change? On oublie à quel point le sport est un vecteur de patriotisme puissant, et depuis qu'on est capable de faire une projection du drapeau canadien sur la glace au Centre Bell, on te l'entre de carré, là, tu sais, cet hymne national-là. Non, moi, je trouve que c'est aberrant qu'on soit pas capable de faire une plus grande place que ça, que ce soit au Centre Bell ou à la radio, mais ça, que voulez-vous... mais moi, j'ai pas de problème avec le drapeau canadien au Centre Bell parce que on est toujours dans le Canada, tu sais. Fait que moi, là-dessus, là, je m'obstine même pas. Je me lève pour l'hymne national, puis écoute, je m'obstine même pas là-dessus. Mais t'es au Québec, t'es à Montréal, puis on est même pas capable de reconnaître la culture parce que les gens qui sont là la reconnaissent même pas eux-mêmes. C'est quand même extraordinaire. Ah, oui, tout à fait. Et dis-moi, en général, quand tu regardes, parce que là, j'imagine quand tu fais ton show, t'es là pendant 15 heures semaine, t'es là-dedans, tout ça. Mais depuis que tu as été capable de prendre un peu de recul, parce que j'imagine que ce fut le cas, depuis que tu as eu la chance de prendre un peu de recul de tout ça, puis est-ce que tu as retrouvé toute ta liberté d'être capable de commenter? Est-ce que tu peux vraiment dire, bon ben, voici ce que je pense de l'État du Québec, tu me parles un peu de par exemple, l'UPAC et tout ça. Est-ce que tu as retrouvé toute la latitude de pouvoir commenter? Est-ce que tu veux t'en servir? Mais ça m'intéresse, mais vraiment, j'ai rien à dire. T'sais, sincèrement, là, on m'a proposé plein d'affaires. On m'a proposé d'écrire dans des magazines, dans les journaux. J'ai pas d'opinion à donner. Moi, j'ai des questions à poser. Je suis pas là pour faire la morale aux gens. Je suis pas là pour leur dire quoi penser. Moi, je me pose des questions. Moi, je suis là, le Centre Bell, samedi soir, j'ai du fun, j'aime le Canadien. Je suis avec mon chum qui m'a amené, puis j'ai payé le lunch, ça a coûté cher, puis c'est pas grave, ça roule, puis c'est pas important, ça. Fait que je suis pas là pour donner mes opinions. Je suis juste là pour poser des questions. Puis sincèrement, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de toujours me prononcer sur chaque goutte de pluie qui tombe, tu sais. J'ai pas besoin de ça. C'est pas dans mon ADN, ça. J'aime ça poser des questions. J'aime ça comprendre ce qui se passe. J'aime ça faire avancer les débats de société. Mais commencer à donner mon opinion, je sais pas si tu as remarqué, mais dans l'émission que je le faisais rarement.
Oui, c'est vrai. Puis non seulement ça, mais ça faisait en sorte, me semble-t-il, que on était capable de te retrouver dans à peu près dans tous les segments de l'émission. Il y avait un intérêt là, il y avait quelque chose qui sortait. Moi, je me souviens des segments que tu avais sur c'était Christian Page, je crois, qui était là, qui arrivait des fois, puis on peut parler des théories du complot, peu importe, tous les segments qu'on faisait, il y avait là un florilège qu'on retrouve peu quand même à la radio, puis je dois l'admettre que c'était rafraîchissant. Et oui, non, c'est clair que ça manque. Mais là où je voulais en venir, en fait, c'était que je regarde le paysage de la radio présentement. On a perdu ton émission, puis je suis pas certain pas du point de vue de l'opinion et tout ça, mais même pour les poser ces questions-là, me semble qu'on n'a pas remplacé ça, qu'il y a encore un certain vide à combler de ce côté-là. Ouais. Je suis pas seul à penser ça. Une des formules que j'avais là, puis que j'ai remarqué qui a été reprise depuis, c'était les gens qui nous écoutent là se disent que. Puis moi, j'essayais toujours de me mettre dans la peau des gens qui étaient soit dans leur voiture ou travailleurs autonomes chez eux, puis qui écoutaient l'entrevue, puis ils disaient oui, mais moi j'en retire quoi, ou collectivement on en retire quoi, ou pourquoi c'est comme ça encore aujourd'hui. Il me semble que le problème aurait dû être réglé. Fait que j'essayais de me mettre dans la peau des gens qui nous écoutaient pour toujours rester connectés. Puis quand j'avais des chroniqueurs, moi, ma job, c'était de les mettre en valeur. C'était pas de les coincer ou les abaisser, mais c'était de les amener par des questions à donner plus, puis à donner mieux. Puis c'est pour ça que ça marchait bien. Oui. Et tantôt, tu disais que tu avais invité Robert Lafrenière, Martin Prudhomme et tout ça. Ça me brûle, je l'ai marqué dans mes notes ici. Si tu avais eu Robert Lafrenière en entrevue, quelle aurait été la première question que tu aurais voulu lui poser? De même, là, ça te vient-tu? Oui, non, mais c'est parce qu'il y en a plusieurs. Tu sais, une des premières questions, c'est sûr que ça aurait été est-ce que c'est vrai qu'il y a 300 dossiers sur les tablettes qui attendent d'être enquêtés? Est-ce que vous avez des liens avec le cabinet du premier ministre du Québec? Est-ce que c'est vrai qu'on vous dicte la marche à suivre? Comment pouvez-vous faire pour rassurer les gens puis commencer à avoir confiance en l'UPAC après toutes ces années? Vous avez fait beaucoup d'arrestations au niveau municipal, très peu au niveau provincial, à part Nathalie Normando. Il y avait une série de questions facile à poser, là. Moi, on m'a dit qu'il y a des gens à l'UPAC, je sais pas si c'est vrai, là, mais il y a des gens à l'UPAC qui rentrent 1 heure puis qui chargent 8 heures. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais moi, on m'a dit ça. Puis là, il faut que quelqu'un réponde à ces affaires-là pour rassurer la population pour qu'on ait confiance en l'UPAC. C'est important, là, l'UPAC. Moi, je veux avoir confiance en Robert Lafrenière puis en son équipe. Ben, des fois, je me demande si ça va être possible dans la mesure où, puis j'ai lu ça là, récemment, quelques chroniqueurs qui l'ont évoqué, à partir du moment où on ne sera pas capable de nommer ce poste-là aux 2 tiers, pour que ce soit vraiment un poste qui est au-dessus de toute nomination, tu sais, je pense que j'ai confiance dans les enquêteurs. Tu sais, je veux dire, faut avoir confiance dans tout ça. Puis je suis certain que les gens font un travail, mais comment peut-on avoir confiance en ça quand le premier ministre lui-même s'acharne, il va nommer tous les autres postes autour et tout ça, mais pour une raison que j'ignore, il y avait la chance dans l'étude du projet de loi 107. Tu sais, tout le monde était rendu là, mais il veut absolument pas abandonner ce morceau-là. C'est difficile de faire confiance après, là. Mais en même temps, moi, je suis rendu à un point. Tu sais, demain, au Frontiera, c'est Vincent Gratton qui vient. Puis, à un moment donné, je lui dis, tu sais, à quoi ça sert tout ça, finalement? Tu sais, parce que t'as beau exposer la magouille, t'as beau avancer des chiffres, donner des dates. Regarde le rapport de Duchesneau, là, qui est mis sous scellé jusqu'en 2096. Ouais. Le 2e rapport de Duchesneau. Comment se fait qu'on accepte ça collectivement? Comment ça se fait qu'on dit OK, c'est pas grave? Mais là, on vit au Québec, puis là, tu sais, sur la plaque d'immatriculation, ça devrait pas être je me souviens, ça devrait être c'est pas grave. Parce qu'il n'y a rien de grave. Fait que là, on se ramasse avec ça, puis il y a des gens qui ne rendent pas de compte. Puis regarde, c'est comme ça. Moi, je trouve ça un peu décourageant, honnêtement. Ben, je le suis souvent. J'essaie de pas baisser les bras, mais je vais t'avouer que
il y a des jours où je me demande moi aussi à quoi ça sert tout ça. Puis comme tu dis, ben dans ces temps-là, j'aime autant regarder autour de moi, puis je me dis que il y a ça, puis que c'est le principal. Il y a rien d'autre. Mais en même temps, le lendemain, ben quand c'est le temps de m'indigner, ben je m'indigne aussi pour ceux qui sont autour de moi. Ouais, mais c'est de trouver des solutions puis de trouver des réponses parce qu'il y a les enfants qui suivent, tu sais. Puis là, Sébastien Proulx, il est là, le ministre de l'Éducation. Puis je vais dire quelque chose, si on continue, là tout à coup, il annonce des investissements de 120 millions. Là, tu t'attends, ça faisait couper 1 milliard, tu sais. Là, tu dis, attends une minute, là, tu sais, là, on va arrêter de se faire remplir, puis vous allez pas jouer au Père Noël comme ça, tu sais, 1 an avant les élections. Mais est-ce qu'on est sans dessin à ce point-là? Est-ce qu'on va avaler l'hameçon à ce point-là? Ben, sais-tu qu'est-ce qui manque, à mon avis, en tout cas, récemment, là, je ne sais pas, Patrick Lagacé était passé là, à l'émission le mercredi, les enfants de la télé, puis on a repassé un petit bout de rien de quand il avait participé au Scrum avec Sam Hamad. J'ai réussi à retrouver l'extrait complet qui dure plus de 12 minutes. Et puis, m'a dire, il n'y a pas beaucoup tu sais, il a été brassé cette fois-là, Sam Hamad. Puis, je sais que Patrick Lagacé s'est excusé à un moment donné d'avoir un peu bousculé l'attaché politique qui, pendant le long extrait, essaie de tirer son ministre de là 2, 3, 4 fois. Puis non, tu vas rester là puis tu vas répondre aux questions. Ben, j'ai la prétention, et je l'ai intrinsèquement, que si on avait plus de journalistes, s'il y avait plus de gens pour faire répondre tous les politiciens, peu importe le parti, peu importe le niveau de gouvernance, ben, à ce moment-là, il me semble que ça commence là. Puis, ça manque ça. Tu sais quoi le problème à ça? Là, les firmes de communication, là, puis les agences, là, puis les conseillers, puis les consultants, puis les anciens qui ont leur pension puis qui reviennent avec un nouveau salaire, conseillent tous les ministres de ne plus se présenter à ce genre d'entrevue. Ils préfèrent passer leur tour que venir répondre. Puis, écoute, ils gèrent nos budgets, ils gèrent les lois. Ils devraient répondre aux questions des citoyens. Tu sais. Ben ça c'est essentiel parce que l'imputabilité dans notre système parlementaire, il y en a pas beaucoup et je veux dire c'est la base de tout puis ça manquait. Et j'ai toujours eu l'impression, Benoît, puis je te le dis sincèrement, j'ai toujours eu l'impression que j'avais un tout petit bout d'imputabilité qui se passait chez vous à la mesure de tes moyens que tu avais, tout ça, mais c'est ça. C'est un petit peu de ça, moi, qui me manque. Et j'avais l'impression que quand on faisait une entrevue chez vous, ben il fallait y répondre. Puis quand Michel Caugier fait des entrevues avec des politiciens, ben j'ai l'impression que Michel Caugier il est capable d'aller en chercher un petit peu plus, puis qu'on va avoir un petit peu plus de réponses. Mais il n'y en a pas assez de ça, me semble-t-il. Ouais. Et ça me manque beaucoup, beaucoup, Benoît. Puis écoute, faut pas que notre jupon dépasse. La vraie job, là, c'est que tu peux pas arriver avec une couleur dans tes shorts, là. Il faut que tu sois sur la ligne, puis si t'es tough dans la vie, il faut que tu sois tough avec tout le monde. Si t'es complaisant, ben t'es complaisant avec tout le monde. Oui, oui. Mais pour que les gens comprennent bien, je veux citer un exemple là-dessus. J'ai eu la chance de travailler avec un gars de radio que j'ai beaucoup aimé à Radio-Canada, qui s'appelle Daniel Mathieu. Il était dans l'Outaouais. C'est un gars de Matane, mais il était dans l'Outaouais à la fin. J'ai travaillé sur le show du retour avec lui. J'ai fait 3 ans à faire des chroniques avec lui, puis je te le jure, je l'ai entendu faire plusieurs entrevues avec toutes sortes de monde, des politiciens inclus. Quand il a pris sa retraite l'année passée, c'est drôle parce qu'on était dans une fête avec lui. J'ai serré la main et j'ai dit, toi, tu le sais, moi, je me suis jamais caché. Je suis revenu dans les médias, mais je l'ai tout de suite dit qu'est-ce que je faisais. Lui, j'étais pas capable de le dire. Ça veut dire quelque chose. Je l'ai entendu faire des entrevues avec tout le monde dans nos petits studios régionaux. J'ai jamais été capable de dire tu sais, non, j'avais aucune, je connaissais pas ses opinions politiques et tout ça, mais il avait posé des questions à tout le monde. Me semble-t-il que il y avait là quelque chose de noble, là, parce qu'il était comme toi. Il posait les questions, mais c'était ça. Mais moi, je suis sûr qu'il y a, honnêtement, là, puis je le dis très honnêtement, il y a du bon monde dans tous les partis. Dans le Parti libéral aussi, là. Il y a des gens dévoués, il y a des gens droits, partout, aussi dans le Parti libéral. Là, il faut voir la direction de ce parti-là. T'as fait des entrevues avec Robert Poitiers, tu l'as eu souvent à ton antenne. Stéphanie Vallée, la veille de mon congédiement, j'avais Stéphanie Vallée en ondes. Je n'ai pas arraché la tête. On a parlé d'un projet de loi.
Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Et puis, tout à fait, il y a des gens de valeur dans tous les partis et il faut pas l'oublier, ça. Mais en même temps, l'imputabilité, elle, devrait prévaloir tout le temps et partout. Et c'est pas normal que le premier ministre du Québec soit capable à un moment donné de monter sur son piédestal et dire ça suffit. Et là, on saura pas ce qui arrive avec Amorphix, avec Hans Black, avec les liens qu'il pourrait avoir, alors que ce monsieur-là occupe un poste qui devrait lui imposer la plus grande imputabilité. Et ça, maintenant, j'ai pas l'impression qu'on l'a et on est de plus en plus à le penser. Donc, voilà. Écoute, je suis vraiment, vraiment content que tu aies pris le temps de faire ça avec nous, Benoît Dutrisac. Et puis, j'espère qu'à un moment donné, n'importe quand, si jamais tu as le goût soit de poser des questions, si tu as le goût de jaser avec nous, sache que notre antenne, c'est comme ça que ça se passe. Avec nos modestes moyens, on aime ça avoir des discussions comme celle-là. Et me semble-t-il que ça fait le plus grand bien des avoirs. Merci beaucoup d'avoir été là, Benoît. Ça fait plaisir. Merci, Steve. OK, salut bien. Benoît Dutrisac, est-ce que vous êtes encore là? Oui. Oui, François Saint-Loup au micro. Je pense que vous avez induit en erreur un petit peu tantôt. Parce que vous avez pris position au 98.5 et vous avez donné votre opinion personnelle au moins sur un sujet. Lequel? Les pitbulls. Ah, ben oui. C'est vrai. Ça, absolument. Mais ça, c'était pas politique. C'était juste humain. Non, c'est vrai. Tu sais, moi, dans la vie, je sais pas pourquoi, je préfère préserver la vie humaine que la vie d'un chien qui saute sur un enfant pour le défigurer. Je sais pas pourquoi. Je suis proche quand même. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? En passant, là, je sais pas si vous le savez, là, je vous le dis en primaire, mais Johnny Hallyday vient de mourir. Oui, on vient d'apprendre ça. Alors, moi, sincèrement, c'est correct, là, tu sais, mais je voulais juste vous dire. Oui, mais c'est une page qui tourne, hein? C'est une page qui tourne, Johnny Hallyday. C'est une sorte d'Elvis, Johnny Hallyday. Oui. Dormesson aussi, mais là, les icônes, ils vont tomber les unes après les autres. Les icônes-là qu'on avait, c'est clair, là. Oui, non. Écoute, Tom Petty, David Bowie, là, ça déferle. Ouais. Merci, Benoît Dutrisac. Merci à vous, messieurs. Salut. Merci beaucoup. Salut bien. Hey Steve, toute une entrevue, merci, ça a été fort intéressant. Écoute, je m'attendais pas à ça. Cet après-midi, tu me téléphones, bing, bang. T'as préparé ça depuis un petit bout de temps, tu me disais? Écoute, je vais le dire le plus honnêtement possible. Il y a des gens dans la profession journalistique que j'estime au plus haut point et que je regarde. Je veux dire, Benoît Dutrisac, c'en est un. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Patrick Lagacé, c'en est un autre. C'est une personne que je respecte au plus haut point, que je regarde le parcours et tout ça. Tu sais, j'ai beaucoup de respect. Puis, à un moment donné, j'avais lancé ça comme ça, la perche. Et puis, j'avais dit, garde, n'importe quand tu as envie. Puis, nous, on est là. Et c'est important, ça, de pouvoir faire ça. Je veux dire, Antoine Robitaille, c'est la même chose. J'ai beaucoup de respect pour ce que Antoine Robitaille fait avec son équipe d'enquête chez Québécois présentement. Ces gens-là travaillent d'arrache-pied pour essayer d'exposer le plus possible de tout ce que les gens on croit là, qui pourrait leur être caché, tout ça. Tu sais, c'est super important. Puis Benoît Dutrisac, quand il était en onde, tu sais, je veux dire, pour moi, c'était un incontournable. À midi, t'écoutes ça, la petite présentation, puis je le savais qu'entre midi puis 1h, j'aurais Benoît Dutrisac qui parlerait avec Alex Castonguay, puis Antoine Robitaille. Ensuite, on pouvait passer, puis là, je savais qu'à un moment donné, j'entendrais parler de sport, puis que il y aurait avec lui Gildor Roy, puis tout ça, tu sais. J'avais cette petite routine-là que j'aimais tant et qui faisait en sorte aussi, et ça manque, ça, François, parce que dans son segment politique, on avait justement la politique provinciale, on avait la politique fédérale. Radio-Canada le fait aussi, bien entendu, avec l'entrée, si on veut, en matière de Michel Auger, qui va parler avec Martine Biron au Québec, qui va parler ensuite avec un correspondant fédéral. Mais tu sais, ça prend ça. C'est tellement essentiel. Et j'avais l'impression aussi que quand Benoît Dutrisac recevait des gens en entrevue, surtout en politique, j'avais l'impression que cette entrevue-là serait signifiante. Puis,
je vais dire un truc aussi. J'ai pas pensé de le dire à Benoît Dutrisac, peut-être qu'il serait pas d'accord avec moi, mais j'ai entendu, moi, des gens qui m'ont dit que des fois, là, c'est bien mieux de laisser passer une entrevue quand tu sais que ça pourrait devenir conflictuel. J'ai parlé, moi, à quelqu'un qui fait un show comme ça, justement, là, où tu es en direct tous les jours. Donc, c'est une émission, je ne veux pas trop en dire sur la personne, mais qui m'avait raconté que à un moment donné, il y avait eu à faire une entrevue hyper difficile qui était devenue hyper acrimonieuse avec Gaétan Barrette. Puis, quand tu as un plan d'émission devant toi, puis tu sais que ça vient d'arriver, mais il te reste 1h30 de show, puis que tu es tout décontenancé, parce que ça peut arriver, ça peut être déstabilisant de faire une entrevue avec un gars comme Gaétan Barrette, si ça vire vraiment mal et tout ça, mais dans 1 minute et demie après, il va y avoir d'autres choses qui vont suivre. Peut-être que la prochaine fois, tu te dis, ben, sais-tu quoi, je vais pas aller jusque-là. Puis peut-être que tu vas accepter les lignes de presse à un moment donné, parce que tu te dis, ben, c'est pas vrai que je vais me retrouver encore dans... Tu sais, ça arrive, ça. Ouais, mais moi, je l'ai entendu, si on me l'a compté. Oui, tout à fait. Tu as raison, mais c'est les risques du métier. Hein. Écoute, Benoît Dutrisac était prêt à remplir ce rôle. Et je pense qu'il le faisait très bien. Et je t'appuie totalement quand tu dis que il nous manque Benoît Dutrisac. C'était... Tu sais... Il y a des animateurs de radio, et parce que la radio, c'est un média qui est extraordinaire. Tu sais, tu t'en vas en auto, tu peux t'imaginer plein de choses, ne serait-ce que d'écrire un match de sport. Non? Bon, mais Benoît Dutrisac, il est très difficile à remplacer, et j'ai hâte de l'entendre sur une autre tribune. Sait-on jamais, je sais pas où, mais chose certaine, il nous manque beaucoup. Steve, j'aimerais t'entendre sur un statut que tu as fait tantôt concernant, si tu le veux bien, Québec solidaire. Écoute, tu nous parles de huis clos concernant les objections des militants envers l'idée de la souveraineté. C'est quoi cette patente à gosse-là, là? Ah non, mais ça, c'est, je cite le texte de Lisiane Gagnon dans la presse. Hein, c'est une citation. Donc, d'après ce que j'ai compris du texte de Lisiane Gagnon, elle était au Congrès. Puis c'est elle qui rapporte ça, si on veut. Là. Tu sais, elle disait que ça s'est fait à huis clos. Mais moi, il y a une chose. Ça fait quelques fois que je le mentionne. J'en ai moi un peu de la façon dont tout ça se tient. Puis on est fort à critiquer la droite souvent. Tu sais, puis on aime ça dire que les gens de droite là, on va les accuser de tous les maux, mais il y a une chose, en Alberta là, quand on a décidé de fusionner l'opposition puis la deuxième opposition, je veux dire quand le Wild Rose a fusionné avec les progressistes conservateurs, les deux partis se sont arrangés pour consulter les membres. Ils ont étendu les plateformes pour consulter les membres. Tu sais, tu pouvais voter par la poste, par Internet. On voulait que le plus de monde possible vote sur la fusion des deux partis pour donner la plus grande légitimité à cette fusion-là. Et bien que ce soit toute proportion gardée, là, c'est pas la même chose avec les deux partis, Québec solidaire et Option nationale. Mais il y a une chose, par exemple, je ne crois pas qu'on a mis en place tous les mécanismes pour s'assurer que le plus de membres puissent voter. Je demeure convaincu que des deux côtés, les gens qui dirigent ces partis-là, parce qu'il y en a, ces gens-là voulaient absolument que cette fusion-là passe. Et je suis pas certain, moi, qu'on voulait que le plus de monde possible puisse voter. C'est ça qu'elle dit aussi un peu dans son texte, Lisiane Gagnon, là, quand elle dit, ben, regarde, il y en avait des gens chez Québec solidaire. Moi, j'en connais. En Outaouais, là, je veux dire, je l'ai écrit récemment, encore une fois. Je connais des gens, moi, qui me disaient, ben, écoute, même une personne qui était candidate dans ce parti-là, au cours des 2 dernières élections en Outaouais, qui me disait, écoute, non, fédéraliste avec le NPD au fédéral, puis tout ça, puis cette fusion-là, je regardais pas ça d'un bon œil. Ben, c'est ça. Et j'ai pas l'impression, moi, qu'on a mis tout en œuvre. Puis je peux te dire que chez Option nationale, au nombre de membres qui restent, on parle d'à peu près 2000 membres, selon mes informations. Ça n'aurait pas été si compliqué que ça de permettre au plus de membres de voter. Puis, c'est pas ça, là. Il faut que, dans mon cas, c'est 5 heures de route aller, 5 heures de route revenir pour aller à Québec voter. Le 10 décembre, je veux dire, c'est en fin de semaine prochaine. Ben, excuse-moi, là,
je veux bien que les gens me disent, ouais, mais t'aurais pu changer d'idée pendant le congrès, c'est un congrès spécial, puis, tu sais, il faut que les gens puissent délibérer. Moi, là, avec des gens, ceux qui me suivent sur Facebook, là, des délibérations, j'en ai eu. J'ai lu des textes, autant de gens qui étaient pour, qui étaient contre la fusion. J'ai lu des textes hyper intéressants. J'ai lu beaucoup ce que Denis Monnière a fait, mais Patrick Bourgeois aussi avait fait un texte pour la fusion et tout ça. J'ai eu le temps là, de me positionner. J'ai pas besoin de me taper 10 heures de route la fin de semaine, de la fête de ma fille, de tout sacrer ça par la fenêtre pour monter là-bas et aller mettre mon X. Franchement, pourquoi on n'a pas pensé à un moment donné de laisser le plus de membres possible voter, puis qu'on n'a pas tout simplement organisé ne serait-ce qu'une web diffusion sécurisée, si on voulait que ça soit juste entre nous, puis qu'on puisse, tu sais, je trouve ça, il va y avoir combien de monde qui vont se déplacer à Québec? Admettons, si on est chanceux, il y a 200 personnes sur 2000, puis que là, ben finalement, on arrive à encore une fois un résultat. Oui, mais 80% des gens qui étaient là ont voté pour la fusion, donc voilà, tout Option nationale s'en va. Excuse-moi, là, mais si on veut avoir la plus grande légitimité de décider de la vie ou de la mort ou de la continuité ou de la fin d'un parti ou de son avalement, de son annexion à un autre, qu'on donne la voix au plus de membres possible. Et c'est pas vrai qu'en 2017, là, c'est si difficile que ça, organiser ça. Ouais, ben, sois sûr d'une chose, Steve, c'est que s'il y a fusion en fin de semaine chez Option nationale, il va y avoir contestation et je pense qu'on va demander une reprise du vote pour qu'il y ait plus de membres qui se prononcent parce que je serais très surpris que Option nationale accepte de s'unir à QS. C'est quasiment impossible. François, je vais te dire un truc, moi. Je suis en désaccord avec toi. En fin de semaine, ce qui devrait se passer, selon moi, c'est que on va avaliser au Congrès. Donc, ce vote-là va passer. Puis, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y aura des gens, probablement, des irréductibles, qui vont dire, ben voyez-vous, nous, on croit que c'est toujours nécessaire qu'il y ait une autre voix résolument et indépendantiste. Puis, moi, je vois Denis Monnière avec d'autres gens, avec Jocelyn Beaudoin, avec Luc Lefebvre, avec d'autres gens qui vont dire, ben écoutez, si cette option-là n'existe pas, puis qu'on est avalé par Québec solidaire dans les conditions actuelles, ben nous, on va repartir ça sur un autre nom, on va faire autre chose. Parce que il y a plein de gens aussi, là, il y a une chose, là. Moi, quand je regarde ça, puis je regarde les délibérations qu'il y a eu en congrès, je lisais le texte de Lisanne Lafontaine, mais c'est pas la seule place. Il y a plein de gens qui ont écrit sur les différentes délibérations, si on connaît assez les membres les plus actifs sur les réseaux sociaux et qu'on est abonné à eux. C'est pas tout le monde là, qui était content de comment ça s'est passé là-bas. Puis la vitrine indépendantiste, OK, que se donne Québec solidaire, parce que c'est comme ça qu'elle appelle ça, Lisanne Gagnon, puis elle le sait très bien, c'est un peu comme l'espèce de vitrine nationaliste que veut se donner François Legault, mais on apprend aujourd'hui que il courtise ouvertement des députés libéraux, par exemple, dans le coin de Trois-Rivières et tout ça, là, il courtise des députés libéraux pour qu'ils viennent rejoindre la CAQ. Parlez-moi donc d'un vernis nationaliste quand ta meilleure option, comme dans Louis Hébert, c'est d'essayer de faire de l'œil aux gens qui finalement auraient pu se faire élire du côté des libéraux, mais ils vont venir chez vous pour se faire élire. Il n'y a pas me parler après ça de vernis nationaliste dans ces conditions-là, mais c'est comme ça. C'est exactement la même chose. Québec solidaire aimerait être capable de dire, voyez-vous, nous sommes maintenant l'espèce de caution indépendantiste, c'est pas le Parti québécois et tout ça. L'adversaire premier de Québec solidaire aux prochaines élections, encore une fois, ce sera pas le Parti libéral du Québec, ça va être encore le Parti québécois, comme toujours. Je veux dire, il me semble que ça crève les yeux. Pourquoi moi, j'aurais envie de cautionner ça, alors que je sais très bien, je connais ce parti-là, je sais très bien comment ce parti-là est capable trouvera une façon de ne pas être complètement encabané dans cette espèce
si on veut, là, de carcan-là. Donc, moi, j'y crois pas à ça. J'y crois pas, moi, à la conversion totalement indépendantiste de la même façon qu'Option nationale la défendait et que tout à coup, ça va être repris sur par Québec solidaire. J'y crois pas. Ouais. Et le membership de Québec solidaire en souffrirait énormément si c'était le cas de toute façon. Exactement. Et je peux même te dire une chose. J'ai entendu un commentaire d'un ou d'une militante là, à Option nationale qui, le soir des élections en 2018, si jamais Jean-François Lisée se faisait battre, elle danserait, elle serait très contente. Donc, je suis pas certain que c'est la... Il y a des gens là-dedans là, qui, je pense qu'au niveau du jugement ou de la stratégie politique, c'est pas vraiment leur fort. Mais enfin... Mais il y en a de ça dans tous les partis, oui, François. C'est vrai. Puis, c'est un peu ce qui est dommage parce T'as que... raison. C'est drôle, hein, mais dans mon comté, on a entendu parler de mon député, on n'entend jamais parler. C'est celui qui regardait un match de hockey en pleine commission parlementaire. Donc, ça, imaginez, c'est le remplaçant de Norm Macmillan, Alexandre Iraka, donc, dans notre comté. Je veux dire, moi, là, je serais capable de trouver une raison. Je connais les candidats qu'il y a eu ici, de Québec solidaire, d'Option nationale, du Parti québécois. Ouais. J'aurais été capable de voter pour défaire un libéral. Là, j'aurais été capable de voter Québec solidaire, Option nationale ou Parti québécois. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Tout ce que je voulais, moi, c'était que le Parti libéral débarque parce que ce parti-là devrait être dans l'opposition pour qu'un jour, on soit capable de faire, si on veut, le procès, puis qu'on puisse faire le ménage dans ce parti-là, qu'il puisse lui-même se purger de tout ce qu'on sait sur lui. Et là, malheureusement, j'avais connu en 2012 la candidate de la CAQ. À la limite, là, j'aurais été capable, je me serais pincé le nez, mais j'aurais été capable. Mais pas la coalition Avenir Québec comme est en train de se constituer présentement comme espèce de deuxième parti libéral. Ça m'intéresse pas. Ouais. Mais dans notre comté en 2012, hein, tout ça, on en a déjà parlé, ça s'est décidé par moins de 200 voix. Puis, je connais des gens de Québec solidaire. Moi, j'étais assis avec eux en 2012 à l'auberge de jeunesse pour regarder la soirée électorale. Puis, les gens étaient tellement contents. Il va perdre le député libéral. Il passera pas. Puis, à la toute fin, on voyait que la barre diminuait. Puis, quand on a vu qu'il avait fini par perdre par quelques 160 votes, je voyais la mine dépitée de gens de Québec solidaire qui étaient assis à côté de moi, des militants, là, puis qui disaient « Mais qu'est-ce qui s'est passé là? » Puis je connaissais aussi le candidat d'Option nationale qui lui-même avait récolté beaucoup plus de votes que ça. Je pense qu'il était à 500 votes. Puis là, des gens se sont dit, mais on a vraiment merdé. On avait la chance de ravir ce comté-là dans l'Outaouais au Parti libéral. Puis, ben c'est ça. Et à ce moment-là, j'ai compris précisément que intrinsèquement, si on était capable de joindre les gens ensemble, il y aurait du travail à faire. Puis j'ai toujours pensé que dans tous ces partis-là, Québec solidaire, Option nationale et le Parti québécois, il y avait beaucoup plus de gens qui pensaient comme ça, qui, si on leur demandait là, pour défaire un libéral, là, serais-tu capable d'appuyer tel ou tel candidat? Ben, ils diraient oui. Parce que jusqu'à maintenant... le dire puis le faire, c'est deux. C'est ça qui fait le plus... Et c'est ça qui nous fait défaut. Oui. Entre le dire et le faire, c'est deux. Je suis certain que Québec solidaire va avoir 125 des candidats prochaines. Enfin, écoute, je vais t'amener parce que le temps file. Je vais te lancer beaucoup de chiffres, mais je vais t'entendre commenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs, sur les deux paliers de gouvernement. OK, on part, mon cher Steve, au Québec. Trudeau, 47, le Bloc, les conservateurs, 18, NPD, 12. C'est quoi ta réaction? Les échantillons régionaux sont petits, donc il faut faire attention à la ventilation régionale de ces sondages-là. Comme je le dis souvent, la méthodologie fait foi de tout. Donc, il peut y avoir de la distorsion quand il y a des échantillons régionaux. Toutefois, c'est au Québec, il y a une chose qui est certaine, c'est que Justin Trudeau maintient quand même encore une certaine estime au Québec et pour les gens, il faut faire attention, ceux qui répondent aux sondages et tout ça, c'est pas nécessairement des gens tout le temps qui sont les plus politisés, on y va au hasard. Donc, Justin Trudeau, jusqu'à maintenant, jouit quand même d'une couverture média
qui est moins dévastatrice sur bien des dossiers qu'elle l'est dans le Canada anglais. Et c'est ce qui fait en sorte que dans le Canada anglais, le portrait est différent, notamment en Ontario, où quand on regarde les échantillons régionaux qui étaient un petit peu plus grands, en Ontario, on s'aperçoit que Trudeau mène encore, mais il perd des points de son avance et le Parti conservateur est en train de monter. On disait 11 points. Ça, c'est vertigineux. Et il y a aussi le fait que, et ça se produit pas au Québec parce qu'il y a un électorat captif libéral qui va toujours voter libéral tant au provincial qu'au fédéral, tandis qu'en Ontario, en ce moment, le gouvernement de Kathleen Wynne au provincial tire la marque de commerce vers le bas, et c'est un ancien député du Parti conservateur fédéral, Patrick Brown, qui est au provincial, qui est chef des conservateurs au provincial en Ontario, puis lui, c'est vraiment un conservateur, mais un red Tory, comme on dit. C'est quelqu'un qui est quand même, qui peut être attrayant pour des électeurs libéraux là-bas. Ça se produit pas, ça, ici, François. Un libéral, tatoué libéral, qui fait partie de l'électorat captif libéral, va toujours voter libéral. Et puis, ça fait en sorte qu'au Québec, Justin Trudeau, probablement, verra si on veut, là, son étoile pâlir moins rapidement. Mais on le voit, là, de plus en plus, la couverture, ça commence un petit peu là, à s'équivaloir entre ce qu'on voit au Québec et ce qu'on voyait dans le Canada anglais. Et puis, c'est difficile à défendre, sa réforme fiscale, ce qui se passe avec si on veut, les paradis fiscaux, les décisions qui ont été prises et qui ont fait en sorte, par exemple, que le ministre des Finances a été capable on parle de délit d'initié, on le dit pas ouvertement, mais c'est un peu ça, de ça qu'on accuse le ministre des Finances. Moi, si je suis dans le pot de Pierre-Carl Péladeau présentement, je me dis, tabarnouche, lui, il a eu une couverture qui était dévastatrice sur ces questions-là, et il commence à être temps qu'on lève le flag pour dire, écoutez, là, attention, parce que c'est ce qui est en train de se passer avec le ministre des Finances du Canada, je veux dire, c'est très grave là, quand même. Là, on commence à le voir un peu. Ouais. Et écoute, il nous reste 4-5 minutes. Oui. J'aimerais t'entendre au niveau québécois maintenant. Évidemment, on a un sondage 36, 32, 19, mais puis là, arrive-moi pas, Steve, avec l'échantillonnage, etc. On vient de passer à une élection partielle dans l'Ouébert, dans la région de Québec. Les chiffres sont les suivants dans le sondage d'en fin de semaine. 48 CAQ, 20 PQ, 19 libéral. C'est à peu près les chiffres de l'élection partielle, non? Écoute, sur ce sondage-là, je veux surtout parler du 19% qu'on crédite au Parti québécois. Mm-hmm. OK? Là, ce qui se passe là présentement, c'est que on est dans une dynamique où il y a un effet d'entraînement évident là, comme solution de remplacement vers la CAQ. François Legault jouit quand même d'une couverture médiatique qui est assez favorable. C'est pas le cas de François de Jean-François Lisée. Et il faut pas oublier une chose, c'est que Jean-François Lisée se fait tirer des appuis de tous les côtés. Il s'en fait tirer à gauche par Québec solidaire, s'en fait tirer à droite. S'il prend pas une position qui est assez ferme sur la laïcité, il va perdre des gens qui vont s'en aller à la CAQ. Puis, s'il prend une position trop ferme sur la laïcité, on va l'accuser de tous les maux. Puis, c'est une position quand même qui est absolument intenable. Et je suis de ceux qui pensent que la porte de sortie, la seule porte de sortie pour Jean-François Lisée, c'est de se brancher et de décider où il va loger et de façon résolue et sans aucune ambiguïté. Donc, si Jean-François Lisée décide qu'il va défendre la laïcité. Je pense que ça a tombé. Enfin, Steve nous disait que faut que Jean-François Lisée défende la laïcité au maximum. Je pense que ça terminait presque l'entrevue. Je m'en allais remercier pour l'heure passée ici en sa compagnie et aussi, évidemment, Benoît Dutrisac, qu'on remercie beaucoup. Steve, tu es là? Oui, je suis là. OK. Si Jean-François Lisée décide qu'il va se positionner résolument du côté de la laïcité, qu'il va faire la bataille
à François Legault sur cet axe-là, il doit le faire et il doit absolument expliquer en quoi rompre avec le multiculturalisme canadien, c'est un des socles à partir duquel on peut rompre justement avec le fédéralisme lui-même tel qu'on le conçoit. Et c'est là, me semble-t-il, aussi une façon de se démarquer de Québec solidaire sur cette question-là, sur la question de l'identité, sur la question de la laïcité assumée, comment elle s'incarne. Et il va falloir qu'il se positionne, Jean-François Lisée, parce que s'il veut continuer à jouer l'équilibriste sur tous les axes, il va se faire bouffer sur tous les axes aussi. Ouais. Et ça, pour moi, ça m'apparaît absolument évident. Et ce sera donc à lui de voir comment il va se positionner. On l'a vu déjà, il a été un petit peu plus affirmé sur la question de l'indépendance, mais ça prend plus que ça. Mm-hmm. Ça va prendre un réalignement complet et probablement même de sa part de dire, ce que j'ai dit en 2016 par rapport cadenasser, on prendra pas les fonds de l'État pour, ou tu sais, là, il disait pas de promotion de l'indépendance et tout ça, faut qu'il renie ça complètement. Nos adversaires en face vont prendre tous les leviers de l'État pour imposer au Québec le fédéralisme. Si Jean-François Lisée, le Parti québécois, est élu, les gens savent qu'on est indépendantiste, on doit sortir du référendisme, on doit tout simplement affirmer nous sommes indépendantistes et nous allons travailler pour l'indépendance. Et aussi, et c'est important de le rappeler, notre mandat à titre de gens qui sommes indépendantistes, c'est de s'assurer que la gouvernance qu'on fait est aussi active en l'avant vers plus d'autonomie toujours pour nous parce qu'on vise ça. Comme on l'avait fait avant, comme on l'avait fait dans les années, à partir de 1976, avec tous les leviers économiques qu'on s'était donnés et qui sont des puissants leviers. Et on doit les assumer, on doit les affirmer et on doit avoir toute la latitude de dire, voilà, nous, on pense toujours que le plus d'autonomie pour le Québec, c'est la meilleure chose parce que, à terme, on devrait être indépendant et ne plus avoir peur de l'affirmer. Steve, le son de ta voix est doux dans mes écouteurs ce soir. Écoute, merci beaucoup encore une fois de la tribune. Puis je tiens à remercier Benoît Dutrisac d'avoir été avec nous encore une fois. Et c'est le fun d'avoir une antenne comme celle-là. On peut faire 1 heure comme ça de radio par semaine, intelligente, me semble-t-il, ludique, sans prétention, avec les moyens qu'on a. Merci, François Saint-Louis. Merci, Steve Fortin. Et j'invite les gens à aller te lire 2 ou 3 fois par semaine sur stevefortin.québec. Toujours intéressant. Merci, Steve. Salut bien. Salut. Bonne fin de soirée. Merci à Steve Fortin, Benoît Dutrisac. L'entrevue va être disponible passer minuit ce soir. Ouais. Cherchez-la pas avant. Hein? OK. Parce que Jean-Marc va être à ses devoirs universitaires, mesdames et messieurs. Donc, Benoît Dutrisac nous apprenait tantôt le décès de Johnny Hallyday. Écoutez, c'est un gros morceau de la musique française. Un monument de la musique. Monument de la musique française, de la chanson française qui vient de nous quitter. Écoutez, c'est le rockstar français. Quand on dit français en France, mais d'origine, mais dans toute la francophonie. Moi, je me souviens d'avoir, depuis que je suis petit gars, hein, quel âge il avait quel âge? Il est décédé à 74. 74 ans? Ma mémoire est bonne. Oui, attendez-vous, mesdames et messieurs, à avoir des émissions spéciales d'ici la fin de cette soirée sur les différentes chaînes. Branchez-vous sur TV5 après 11h, par exemple. Pas avant. Non, pas juste sur TV5, TV5, des promotions. Ouais. Vous allez en entendre parler un peu partout, que ce soit sur CGRS Radio ou que ce soit sur Radio Infostrie. Oui. On va vous en pousser quelques-unes. Oui, tout à fait. Je sais que François Chartier va être avec nous dans quelques minutes pour commenter l'entrevue de Steve Fortin en compagnie de Benoît Dutrisac et aussi ce que j'ai parlé, moi, et ce que nous avons
avons parlé, Steve et moi, concernant les sondages, la suite de la conversation d'hier soir. Et sachez, mesdames et messieurs, que peut-être un petit peu plus tard, là, si vous voulez nous faire un commentaire ou deux, soit via les réseaux sociaux ou par la ligne téléphonique, je sais qu'elle était... on a eu des problèmes avec depuis quelque temps, mais je pense que Jean-Marc... Je pense qu'il y a eu du sabotage. Oh, bon là, la théorie du complot. Maintenant, il est rendu dans la théorie du complot. Tu m'amènes là-dedans. Non, Jean-Marc. Non, mais il faut s'ajuster. Comme ce soir, mesdames et messieurs, dans les Laurentides, on le sait, puis merci à Hélène Lavoie qui m'a fait signe tout de suite qu'il n'y avait plus de son. Puis ça, là, continuez, mesdames et messieurs, à le faire, parce que c'est important. Si moi, je suis pas branché, admettons, à Radio Infocité... Comme tu faisais, tu étais prêt à faire tes recherches. Non, oui, mais d'autres choses aussi. Je l'ai accroché, il était prêt à écouter des extraits. Non, mais je lisais aussi. T'as monté tantôt, et puis je lisais un texte que Claude Veilleux a publié. Mais... Et puis là, ça fait un petit message sur mon compte Facebook. Il n'y a plus de son. Ah, ben là, tout de suite, je vais vérifier. J'appelle Jean-Marc. On est sur le mode panique, disons. Et non pas panique, parce que... Jamais. Moi, je suis d'une neutralité, d'un calme. On est comme des pompiers qui s'en vont au feu. Tu sais, on s'affaire évidemment mais moi je suis d'un calme ça, je le sais. qui désamorce tout. Jamais rien de grave avec toi. C'est jamais. Donc mesdames et messieurs, il est 22h03. Je vous lance avec la pause. J'oublie, François, de faire la pause régulièrement parce que il faut que j'aille une pause pour faire le montage. Donc on s'en va. Je vais vous laisser avec la prochaine pièce. On va vous faire tourner une pièce de Johnny Hallyday. C'est sa dernière, tu me disais? C'est sa dernière qu'il a enregistrée. Ah ouais? Officiellement. Ah, okay. C'est Je serai là. Ah ben... Il a enregistré ça quand il est revenu de sa maladie ou de sa sortie d'hôpital la première fois. Oh, il y a quelques années, là, ou ça un an ou deux. 3-4 ans. En 2015. Juillet 2015. Ça fait 2 ans. Donc, non, donc c'est Je serai là? Ouais. Ben, en tout cas, je peux te dire une chose, il va être là longtemps, Johnny Hallyday. Il a beaucoup de succès, hein. Je sais pas combien il y a eu de succès au palmarès. On peut rire de lui, jaser contre lui en disant que qu'il reprenait comment tu appelles ça? Faire une caricature. Il fait une caricature de succès américain à la française. Ouais. Mais il a quand même bien travaillé, le monsieur. Ah ouais, puis il est un beau bonhomme, faut le dire. Là. Il est habillé tout en cuir noir. Hey, c'est un vrai rock. Moi, j'oublierai pas le moment où il a chanté La Gueule. Là. Je sais pas c'est quoi le titre. Ta gueule, ouais, avec Éric Lapointe. C'était... il y avait de la testostérone sur la scène, faut le dire. Donc, Johnny Hallyday s'est éteint aujourd'hui. Hein? Tu m'as laissé partir? Oui, je vais te laisser partir, Jean. Non, mais Donc, mesdames et messieurs, je suis désolé de vous apprendre que M. Hallyday a finalement quitté ce monde avec toute sa famille. Il était à l'hôpital. Et il savait qu'il était dans ses dernières heures, si vous ne saviez pas. Et actuellement, la raison exacte de son décès, les journaux n'ont pas encore annoncé, mais c'est un cancer. Il y aurait eu un cancer généralisé qui aurait caché. Ah ben, écoutez, donc Je serai là, Johnny Hallyday, sa dernière pièce, la dernière pièce musicale qu'il a enregistrée, donc la voici. Salut Johnny Hallyday. If you write anything on your computer... Là, tu l'as passé, on va, une dizaine de secondes, hein, environ. Donc, 74 ans, c'est éteint aujourd'hui, Johnny Hallyday. Et voici le rocker, Johnny Hallyday.
tu voudras, je serai là. Que tu viennes d'un château, de nulle part ou d'un ruisseau, quand tu voudras, je serai là. Je serai là si tu veux, comme ces rêves qui rendent heureux, pour faire d'un jour le plus beau jour de ta vie. Je serai là si tu veux, comme la vie, on vit à deux. Si tu es là, je serai là. Dans le souffle d'un vent géant, dans le sourire du printemps, quand tu voudras, je serai là. Dans tes moments de solitude, dans le confort où la vie trop dure, ah, je serai là. Je serai là si tu veux, comme ces rêves qui rendent heureux, pour faire d'un jour le plus beau jour de ta vie. Je serai là si tu veux, oui, comme la vie, on vit à deux. Si tu es là, je serai. Mesdames et messieurs, François Chartier sera avec nous dans quelques minutes, tout de suite après. Pièce musicale de Johnny Hallyday. Je serai là. Dans tes yeux ou dans ton sommeil, quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu voudras, je serai là. Je serai là si tu veux, oui, comme ces rêves qui rendent heureux, pour faire d'un jour le plus beau jour de ta vie. Je serai là si tu veux, comme la vie, on vit à deux. Si tu es là, je serai là. Rien que pour toi, je serai là. Si tu es là, je serai là. serai là. Oui, si tu es là, je serai là.
Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, en ce mardi qui, disons, avant les fêtes, qui fait que ça bouge encore en politique parce que on a des réactions qui fait suite au sondage de cette fin de semaine. Et on a vu un peu plus Jean-François Lisée ce soir là, qui aujourd'hui là, qui commence à réapparaître sur le radar. François, salut, comment ça va, François Chartier? Oui, bonsoir François, ça va bien, c'est formidable. Écoute, merci d'être là encore ce soir. On va profiter un peu de toi parce que tu es en vacances cette semaine et je pense que c'est le moment de connaître un peu, disons, ta façon de voir les choses parce que je disais à Jean-Marc avant l'émission tantôt que t'es comme une encyclopédie au niveau de l'histoire du Parti québécois. Non, c'est vrai, François, il faut que je te le dise. Les congrès de 82, je pense que t'as fait presque tous les congrès du PQ. J'ai lu, François, que j'ai assisté au congrès. Mais l'histoire du PQ, je l'ai appris en lisant beaucoup de livres. Des biographies. Ouais, ben, quand même, t'es l'encyclopédie de radioinfocité.com. En tout cas, mon encyclopédie à moi au niveau des dates et des moments historiques du Parti québécois. Écoute, François, je pense que pas Lino Zamito, Benoît Dutrisac et Steve Fortin ont fait une entrevue, je pense, qui vaut la peine d'être réécoutée. Jean-Marc va la mettre en ligne là, d'ici 1 heure ou 2, après minuit ce soir. T'as retenu quoi de cette entrevue? Bien, tout d'abord, c'est quel plaisir d'entendre la voix de Benoît Dutrisac. Hein? Comme les auditeurs savent tous, depuis que la télévision est passée au numérique, je n'ai plus de télévision parce que essentiellement, je travaille le soir, donc je n'ai pas le temps d'écouter la télé. Et puis, je n'écoute malheureusement pas les francs-tireurs à cause de ça, parce que mon forfait est limité sur, en tout cas, mon Internet. Alors, je n'ai plus entendu Dutrisac depuis son éviction de 98.5. Alors, j'étais très content d'entendre sa voix, de voir qu'il est de bonne humeur, là, qu'il est encore d'attaque. Là. Je suis impatient de voir qu'est-ce qu'il va développer comme projet. Là. En tout cas, il nous a laissé un petit peu... comment est-ce qu'on dit ça, là? Il nous a mis un petit peu l'eau à la bouche. Oui, puis il a l'air d'avoir des projets. C'est ce qu'on peut comprendre de cette... on peut retenir de cette entrevue, qui est pas le genre de gars à se laisser abattre et puis qui va rebondir et qu'on va réentendre. Et j'aime bien la vision qu'il a de poser des questions. Poser des questions, c'est de vouloir apprendre. Et puis je pense qu'il garde une certaine crédibilité du Dutrisac parce que il est pas identifié à personne au niveau de la partisanerie politique. Là. Et il a tout à fait raison quand il dit qu'il y a des gens dans tous les partis qui font ça de bon cœur et qui sont honnêtes, mais il reste une chose, c'est que les politiciens, leur but premier, c'est de se faire réélire, hein, on le sait. Et quand notre but est de se faire réélire, surtout en campagne électorale, eh bien, on a tendance, en tout cas les politiciens ont tendance à non pas promettre des choses, mais d'être plus à l'écoute des gens, et puis qu'une fois qu'ils sont élus, là, on met un peu plus les freins là-dessus, mais il reste que Benoît Dutrisac, quand il nous dit qu'il veut poser des questions, ça veut dire qu'il veut savoir, et il disait tantôt dans l'entrevue que avant son congédiement, il avait en entrevue une ministre ou deux du Parti libéral, mais on sait que les libéraux s'étaient presque passé le mot pour ne pas accorder d'entrevue à Dutrisac, et ça, je pense que c'est une façon pour eux, les libéraux, et sachant là, évidemment qui sont les patrons, Cogeco, etc.,
Pardon, c'était peut-être une question de temps, surtout quand il avait souvent Lino Zambito en entrevue. En ayant Lino Zambito en entrevue, on sait déjà d'avance là, que ça va brasser les affaires un peu. Et ça a brassé les affaires, faut le dire. Le même jour où il a eu Lino Zambito en entrevue, au 98.5, on a pris la peine de tout enlever les entrevues, l'entrevue qu'il avait faite sur leur site, et déjà on pouvait peut-être se poser certaines questions. C'était bizarre là, qu'on enlève l'entrevue de Lino Zambito, ce qui fait que c'était à partir de ce moment-là, c'était peut-être le début de la fin pour Benoît Dutrisac, malgré que il reste quand même au franc-tireur. Mais ce qu'on a appris ce soir, c'est que il y a d'autres cartes dans son jeu, et je pense que c'est intéressant de voir que il sera pas sur les lignes de côté trop longtemps, et qu'on va revoir Benoît Dutrisac ou réentendre Benoît Dutrisac, parce que c'est quelqu'un qui a pas peur des questions et qui a pas peur de poser des questions. Et je pense que ça, dans une radio là, à grande écoute, ça manque au Québec. Parce que moi, écoutez, là, quand j'entends Drainville souvent, là, assez régulièrement, il félicite toujours, en tout cas, je sais pas là, pourquoi, là, mais toujours des bons mots pour le petit Justin Trudeau. Bernard Drainville, ça, beaucoup de difficultés avec ça, et je pense que Trudeau, là, depuis un petit bout de temps, je sais pas, il se fait mettre dehors de tous les pays qui va, ou en tout cas ça va pas bien dans ses visites. Mais ceci étant dit, bravo à Steve Fortin encore une fois, qui a réussi à avoir Benoît Dutrisac, et je trouvais ça drôle, je disais ça à Jean-Marc tantôt, et je te laisse parler un petit peu là-dessus, François, mais on a eu sur radioinfocité.com ici Lino Zambito et Benoît Dutrisac, les deux qui étaient en entrevue, et que ça a mis fin au contrat de Dutrisac. En tout cas, je pense là, que ça a été le début de la fin. Mais il reste une chose, c'est que c'est des personnages qui méritent d'avoir, disons, le micro plus souvent, parce qu'ils sont, disons... ils sont pas identifiés à aucun parti, mais ils font un travail, ils faisaient un travail, ou ils font encore un travail qui est essentiel, c'est-à-dire poser les vraies questions. Et on l'a vu quand Steve lui a posé la question: qu'est-ce que tu aurais demandé au président de l'UPAC? Est-ce que c'est vrai qu'il y a 300 dossiers, 300 enquêtes qui dorment? Et ça, c'est des questions qu'il faut poser. Et je pense que Dutrisac, elle n'avait pas peur de poser ces questions. Et c'est pas le cas là, de tous les journalistes aujourd'hui. Enfin, c'est ce que je retiens aussi. Là. Je sais pas si tu as retenu d'autres choses, François, mais reste une chose, c'est que Dutrisac n'avait pas peur de poser les vraies questions. Mais moi qui l'écoutais assidûment, François, je peux te dire que j'aimais sa façon de mener les entrevues. Parce que, écoute, il n'y a jamais personne de parfaitement neutre, OK? Et puis même si on sentait qu'il y avait une complicité avec certains interviewés, là, OK? Il était jamais complaisant. Je veux dire, il était comme un bon avocat du diable. Là. Puis c'est ça que j'appréciais grandement chez lui. Là. Et puis, je pourrais dire, c'est réécouter de ses entrevues, si elles sont encore disponibles sur le site de 98.5, là, c'est pas tout effacé. Là. C'est un modèle de manière de mener des entrevues. Il y a lui, ouais. Puis il y avait autrefois Pierre Nadeau, puis d'autres grandes figures. Là. Mais moi, je trouvais que c'est lui. Il se faisait l'avocat du diable. Même si tu sentais qu'il y avait une complicité avec son invité, il faisait pas de compromission. Tu sais, il poussait dans les derniers raccoins. Ouais. C'est ça que j'appréciais le plus chez lui. Mm-hmm. T'as raison, et je pense que si il y en avait un qui posait les vraies questions aussi, il y avait Gilles Proulx, mais Gilles Proulx il avait par contre il était identifié comme indépendantiste là, avoué, et je pense que à partir du moment où Gilles Proulx a été remplacé par Benoît Dutrisac, c'était quand même un bon choix, et le choix de Benoît Dutrisac était, à mon sens, parce que Gilles Proulx, faut le dire, hein, il était à la fin de sa carrière, il le disait, je suis à mes dernières années, là, vous allez voir là, quand vous allez me remplacer. Tu te souviens d'avoir entendu Gilles Proulx dire qu'il prenait sa retraite, donc il fallait trouver quelqu'un pour le remplacer, évidemment, et on a choisi Dutrisac, et je pense que
ça doit manquer à 98.5. Ils le diront pas, là, parce que ces gens-là, c'est pas le genre de monde qui vont dire qu'ils se sont trompés. Mais je peux dire une chose, c'est que il y a des gens qui... Ils doivent avoir perdu des auditeurs. Je sais pas. Écoutes-tu plus souvent Drainville ou du Trisac ou le contraire? Je sais pas, François? Écoute, ce qui a changé, c'est l'heure d'écoute parce que le segment du Trisac avec Alex Castonguay, Antoine Robitaille et Loïc Tassé, ça avait lieu entre midi 10 et, même plus précisément, je pense midi 20 et 13h, OK? 13h moins 5. Après ça, c'était Gildor Roy. Alors, ce segment-là, avec ces trois panélistes-là, maintenant, il a lieu à 13h. Ce qui fait qu'à partir de 11h30 ou à peu près, j'écoute Michel COG. Puis à 13h, je vais à 98.5 entre 13h et 14h. Si je suis trop large pour lâcher le poste, j'écoute jusqu'à Paulud, là, puis je prends j'arrête d'écouter la radio après le segment de Norman Lester à 4h moins 10. C'est ça même, mon quotidien radiophonique, si tu veux, là. Concernant Gilles Proulx, alors soit j'ai une petite anecdote à te raconter, là, ça s'est passé, je me souviens même la date, c'était le 13 juillet 2007. C'était la dernière fois que j'ai écouté Gilles Proulx parce que il avait comme invité Léopold Laujon et puis il parlait de finances publiques et j'ai abordé la question du système monétaire et puis plutôt que de discuter mon argument, il me demandait mes sources et puis moi je suis resté bien calme, bien poli. Mais décontenancé, parce que quand tu es habitué à parler au micro, des fois, tu es un petit peu démuni. Alors, il me fait débouler les escaliers. Puis ça a duré longtemps, OK, une longue chute, OK, et ça a rejoué plusieurs fois à telle enseigne que mes collègues de travail m'ont dit « Hey, François, on t'a entendu à la radio, il t'a fait débouler. » Puis il me disait, puis là, je demandais à quelle heure il l'a écouté. Ah, j'ai entendu ça à 11h, puis comme c'était le vendredi, en plus, ça a rejoué durant la fin de semaine, fait qu'ils ont passé mon entrevue, mais avec le déboulement. En tout cas, tu sais, faire traiter comme un bouffon, là, par deux personnes pour qui tu as beaucoup d'admiration, là. Je vais te dire une chose, là, c'est dur pour les gars. Oui, mais garde, François, là, je pense que tu t'en as pas fait une dépression nerveuse. J'ai essayé d'écouter après ça, hein. Après ça, c'était fini, j'ai pu réécouter. T'as plus jamais réécouté... non, écoute, j'étais profondément... T'étais en maudit. Écoute, moi, j'ai ma dignité, là. Oui, je comprends. Je suis pas un clown, là, je suis pas juste pour rire. Moi, je suis quelqu'un de... Surtout que j'étais pas hargneux, arrogant, là. Non. J'étais très poli, là. C'est juste que, écoute, t'es pas habitué de parler à la radio, alors t'es intimidé un petit peu, là. Surtout devant deux... Ouais, mais toi, t'as le don de provoquer. Souviens-toi que c'est avec toi. J'ai développé ça grâce à vous autres, là. Souviens-toi que il y a un an ou deux, c'est à partir de ton appel téléphonique c'était un peu à cause de toi que Max Bradette s'est emporté et a été repris au-dessus de 30 000, 35 000 fois sur Radio Ego et partout. C'était avec toi qui a commencé, qui a fait ça. Oui, mais tu remarqueras, on ne m'entend pas du tout intervenir. Non, mais c'est tout. T'as été l'élément déclencheur. T'as été comme la mèche t'as été l'allumette qui a mis le feu après la mèche, puis l'autre est parti. L'autre, tu lui as donné la mèche, puis l'autre, t'as même pas besoin de placer un mot. J'ai frotté la lampe, après ça, j'ai est sorti. Ouais, tu t'es poussé comme un voleur. Oui, mais oui, mais avoue que c'est un peu toi qui a allumé la mèche. On est d'accord? Ah oui, c'était lors de mon segment, effectivement. Oui. Donc, c'est plus arrêtable. Je veux dire, j'avais beau essayer de le calmer un petit peu, mais toutes mes interventions ont été coupées sur Radio Ego. On entend juste Max Bradette. Oui, mais c'est pas grave. C'est toi qui... Oui, mais sachez, mesdames et messieurs, là, je m'adresse à tous les auditeurs de radioinfocité.com. Quand vous allez entendre l'entrevue que Max Bradette parle des Anglais, qui est vu à 25-30 000. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était 25 000 fois, là. C'est François qui a allumé la mèche, puis qui l'a provoqué un petit peu, puis lui est parti, puis regarde. Et le comble, c'est que je me souviens même pas qu'est-ce que je lui ai dit. C'est ça le truc. Ben, c'est comme ça que des fois des recettes sont inventées au niveau de l'art culinaire. Des fois, quelqu'un se trompe. Comme, je vais vous donner un exemple, un sandwich. Ben, c'est Lord Sandwich qui dit il n'y a pas le temps entre deux réunions, là, donne-moi une tranche de jambon entre deux pains, puis ça va être parfait. Il joue aux cartes, François. Joue aux cartes, c'est ça. Il n'avait pas le temps de lâcher à la table, fait qu'il demandait à quelqu'un de faire de mettre des tranches de pain et de la viande. Là. C'est ça, puis ça a fait. Puis ça, c'était Lord Sandwich, c'est ça, hein?
C'est ça. Oui, ben c'est ça. Je sais pas si c'était un lard. Là. Je pense que oui. Mangé pas juste du lard, il a mangé du poulet aussi. Non, Lord, un Angleterre, L-O-R-D, là. L-O-R-D, là. Pas L-A-R-D, là. L-O-R-D. C'est un Lord, comme Lord Durham. Comme Lord Durham. C'est un peu ça. François, écoute, on apprend aujourd'hui que puis là, on a vu, j'entends des échos, des analystes, des gens qui analysent la situation politique et qui enterrent le PQ. Là. François, si tu permets, j'aimerais revenir sur l'entrevue du Trisac avec Steve Fortin. OK, parce que je m'étais pris des notes. Si tu veux, vas-y. Avant d'entrer en onde, là, prends des notes, écoute ça, puis je vais te dire mes impressions, qu'est-ce que j'en ai retenu et qu'est-ce que ça m'a inspiré. Là, parce que c'est le devoir que tu m'avais commandé et que je vais livrer à marchandises. Oui, monsieur. Oui. Bon, alors, quand on a questionné, attendez-vous quelque chose de la commission de l'UPAC ou quoi que ce soit? Moi, je n'attends absolument rien, zéro puis une barre, OK? Pour une raison bien simple, quand le premier ministre nomme les juges, les procureurs, le chef de police, le chef d'enquêteur, là, c'est un réseau, littéralement, là. Cet UPAC-là n'a plus absolument aucune crédibilité. OK? La seule chose qu'on peut espérer, c'est que lorsqu'un nouveau gouvernement va prendre le pouvoir, OK, qu'il leur réinstitue une commission à la façon dont Jean Lesage avait procédé en 1960, là, la célèbre commission Salvas, du nom de Élie Salvas, qui avait été mis en œuvre pour, en fait, le vrai nom de la commission, c'était la Commission royale d'enquête sur la moralité dans les dépenses publiques ou Commission royale d'enquête sur l'administration de l'Union nationale, OK? Alors, il faudrait restituer une commission d'enquête sur le régime libéral. Même s'il ne s'est pas commis de gestes illégaux pour faire éclater au grand jour tous les réseaux, tous les liens de parenté, d'amitié, d'affaires, en tout cas, pour vraiment exposer toute la toile de ces réseaux-là, qu'on va se limiter à qualifier simplement de réseau. J'ajouterai pas d'autres qualificatifs pour pas avoir de poursuite en diffamation, là. Mais pour exposer au grand jour que, voici, si vous faites partie du clan, vous allez être choyé. Puis si vous en faites pas partie, c'est bien valeur, mais vous allez manger des biscuits puis de l'eau, puis boire de l'eau. C'est à ce point-là. Ce régime-là, là, c'est inqualifiable, en tout cas. Et puis, pour faire un petit peu d'histoire, là, OK, rappelons-nous que Jean Lesage a pris le pouvoir le 22 juin 1960 et la commission Salvas a été instituée le 5 octobre 1960, exactement 105 jours après la prise du pouvoir. C'est dire l'urgence qu'on ressentait à cette époque-là d'exposer au grand jour tout le régime de Duplessis. Là. Je sais que beaucoup parmi les auditeurs ont une grande appréciation de Duplessis, puis je veux pas partir non plus une charge à fond de train contre Maurice Duplessis, sauf que, comme on dit, quand tu es installé longtemps au pouvoir, à un moment donné, tu t'installes confortablement, puis des fois, la facilité d'en profiter, elle devient comme irrésistible, en tout cas. Et puis, le mandat, c'était de déterminer les allégations de corruption et favoritisme si c'était effectivement produite par des proches du premier ministre Duplessis. OK? Et puis la conclusion fut que beaucoup d'achats avaient favorisé le financement de la caisse électorale de l'Union nationale. OK? Mais 40 ans plus tard, avec la commission Gomery, on s'aperçoit que les pratiques n'ont toujours pas changé. Hein. Je veux dire, c'est business as usual, comme on dit, en tout cas. Alors, c'était ça, la réflexion que je voulais apporter sur l'entrevue de Benoît Dutrisac avec Steve Fortin, c'est que il n'y a absolument rien à attendre d'ici les 300 prochains jours. Tant que le gouvernement libéral va être au pouvoir, là, oubliez ça, là, il n'y a rien qui va... on sortirait pas évidemment avant le 1er octobre 2018. Voilà. Ouais, il reste une chose, François, c'est qu'on apprend aujourd'hui que l'UPAC, le bordel est pris dans l'organisation. Là, Benoît Dutrisac nous apprenait tantôt qu'il y a 300 dossiers qui sont sur les tablettes. Ensuite de ça, Steve Fortin nous apprenait et Lino Zambito nous apprenait il y a peut-être 2 mois. Hein, Jean-Marc, j'étais pas bien loin de ça. À peu près 2 mois, Lino Zambito. Ils vont mettre un couvert, François, ils vont s'asseoir dessus, ils vont aller chercher tout le monde possible pour s'asseoir sur le couvert. Là. Oui. Mais je te jure que le couvert, il ne sortira pas avant le 1er octobre. Oui, évidemment. Regarde, Lino Zambito nous disait que
tous les enquêteurs chevronnés de l'UPAC étaient partis parce qu'ils étaient écœurés d'enquêter et de toujours se... Écoute, on parle enquêteurs, là, chevronnés, là. On parle pas d'enquêteurs là, dans leurs premières années, des genoux, là. On parle des chevronnés, enquêteurs chevronnés, des enquêteurs expérimentés de longue date et qui, une fois qu'ils ont terminé leur enquête puis avaient toute la preuve, ben là, il se fait dire par soit le DPCP ou l'avocat avant d'aller au DPCP, l'avocat de l'UPAC, non, amène-moi encore de la preuve, là. On veut d'autres preuves, amène-moi-en plus. Puis là, le gars, ouais, ben, j'ai tout de boss, là. J'ai tout ce qu'il faut pour le travail. Le mieux qu'on puisse espérer, François, ça va être du coulage. Et comme ils connaissent tous, là, ceux qui vont couler de l'information, la police va débarquer chez eux pour les accuser. Un peu comme... Il l'a dit, voyons, comment ça s'appelle, la Ferrière, là. Ils les ont traités de bandits, ceux qui coulaient de l'information. Ouais, t'as tout à fait raison. Mais il reste une chose. On apprend aujourd'hui que le climat est insupportable au bureau de l'UPAC. Mais faut pas être surpris de tout ça. C'est des gens honnêtes qui vont quitter, François. C'est pas les plus complices. Oui, tu as raison. Mais par contre... faut s'attendre à ce qu'il y ait du coulage, là, parce que t'arrêtes pas un policier comme Guy Ouellet sans conséquence. Imagine-toi tous les chums qu'il y a eu, Guy Ouellet, pendant sa carrière de policier, et puis là, qu'il voit mettons qu'il est chum, là, t'es chum avec Ouellet, puis là, la police, la Sûreté du Québec vont arrêter puis t'es policier, toi, là. Tes confrères vont l'arrêter. Il n'y a aucune accusation contre lui. Il retourne au Parti libéral. Bon, parce que quoi? Il veut se faire élire, le gars, là. Bon. Mais il reste que c'est pas sans conséquence, tout ça, là. Il va y en avoir des fuites, puis il faut s'attendre à ça. On le voit. À ce moment-là, ça va survenir tout près de la campagne électorale, parce que ceux qui vont faire du coulage vont s'exposer à d'énormes risques et ils vont se dire, ben regarde, si dans 30 jours, le gouvernement change, là, puis qu'ils mettent dehors la Ferrière, ben j'ai des chances de m'en tirer sans problème. Mais être à la place des policiers intègres, là, en tout cas ex-enquêteurs, là, moi, le coulage, je le ferai pendant la campagne électorale ou très proche des élections pour absolument chasser les libéraux du pouvoir. C'est sûr, mais il reste que on est devant, disons, on est dans une situation où on sait, puis nous, on le sait ici, et c'est l'avantage des gens qui écoutent radioinfocité.com. Ils sont informés un peu plus que les autres parce que il y a 2 mois, Lino Zanbito nous l'a dit. Les enquêteurs chevronnés ont démissionné. Et puis écoute, puis t'entends pas ça, là. Moi, écoute, je l'ai entendu, là. J'étais en même temps, exemple, comme Benoît Dutrisac, c'était Steve Fortin qui menait l'entrevue avec Lino Zanbito et j'avais les écouteurs sur les oreilles, là. Fait que j'étais en direct. Mais j'écoute les autres médias et jamais j'ai entendu ailleurs que sur radioinfocité.com que les enquêteurs chevronnés de l'UPAC avaient démissionné. J'ai pas entendu ça nulle part. Et puis la seule fois que j'ai entendu qu'il y a eu 2 cocktails à 10 000 $ cash, pas de chèque, là, à Laval, c'était Lino Zanbito qui l'a dit à Dutrisac. Fait que je pense que les gens qui... Puis c'est l'autre là, qui a corroboré tout ça, là, qui était Luigi Coretti, qui était, je pense, si je me trompe pas, en charge de la sécurité lors de ces 2 événements à Laval. Écoute, c'est un cocktail de 20 personnes et un autre de 40 personnes à 10 000 $. Fait que 40 plus 20, ça fait 60. À 10 000 $, ça fait 600 000. Et puis, c'est pas moi qui le dis, ça a été dit là, par Lino Zanbito qui ont été mis dans les coffres de la valise de fonction du premier ministre Jean Charest. Fait que c'est pas rien, là. Et puis, je pense que quand on voit des faits comme ça, qui sont corroborés, puis sont pas démentis, puis on est en droit de se poser des questions. Et là, il y a des enquêteurs à l'UPAC qui travaillent sur ces dossiers-là, puis qu'il n'y a pas aucune poursuite. À ce que je sache, c'est du financement illégal, ça. Puis là, les autos de fonction du premier ministre Charest, c'est ceux qui conduisent le premier ministre Charest, qui s'occupent de sa sécurité, c'est des agents de la Sûreté du Québec, là. Fait que, écoute,
on a bien beau avoir la police, là, des gens, les honnêtes et compagnie, là, pis tout ça, mais il reste que il y a des gens là-dedans là, qui parlent pas trop, là, puis qui disent rien, mais il y a un côté humain dans tout ça, que tu sois policier ou non. Quand tu travailles des années sur une enquête puis que ça aboutit pas, puis tu sais que tu as les preuves, puis que ces preuves-là sont irréfutables, puis regarde, tu peux pas aller contre ces preuves-là, puis il n'y a pas de poursuite, ben, c'est humain de faire couler ça, là. Tu dis, tu veux pas? OK, parfait. Pas de problème, patron. Tu fermes ta trappe, puis oups! 3 mois après, une petite affaire dans le journal. 3 autres mois après, mais il y a une chose qui peut arriver aux libéraux, puis ça, ils vont être sur un... Ils vont être nerveux, hein, jusqu'aux prochaines élections, parce que, comme tu le dis si bien, ça va arriver pendant la campagne électorale, là, ou un petit peu avant, ou pendant. Et chose certaine, c'est pas QMI, Québécois, qui va arrêter ces enquêtes-là. Si on se fie à Félix Séguin et l'agence QMI, faut s'attendre à ce que eux, là, ça va leur faire plaisir de diffuser. Parce qu'il faut pas oublier, hein, quand on regarde Morneau à Ottawa, puis sur ce qu'il fait actuellement avec sa compagnie, on a écœuré Pellado en maudit pendant qu'il était chef du PQ. On lui a demandé de vendre sa compagnie. On a tout essayé. Et puis, je pense qu'il leur en doit une, puis non, il dira jamais, mais il va laisser ses journalistes travailler en maudit. Et je peux te dire une chose, que j'ai été témoin. J'ai été témoin au lancement de la Journée nationale des Patriotes 2017. C'était à la Bibliothèque municipale de Montréal. Et j'ai entendu... Puis Pierre-Carl Pellado était présent. Et je peux te le dire, là, il y a un monsieur que je connais pas qui arrive à Pierre-Carl Pellado. Il lui dit, « Monsieur Pellado, vous devriez travailler sur tel dossier au Journal de Montréal. » Sa réponse, puis j'étais à côté. Là. Il dit, « Monsieur, on va laisser travailler les journalistes. Moi, je touche pas à ça. On va laisser travailler les journalistes. Ils ont un travail à faire, ils travaillent. » Et moi, ça voulait dire pour moi, là, parce que là, c'était un inconnu. Je connaissais pas le gars, là, Pierre-Carl Pellado. Je pense pas, en tout cas, là. Moi, en tout cas, je l'avais jamais vu, ce monsieur-là. Et il a été sans reproche. Il dit, on va laisser les journalistes faire leur travail. Et mais il y a une chose que je peux te dire, c'est que c'est pas lui qui va empêcher Félix Séguin et compagnie de fouiller. Et je pense que à la lumière de ce qu'on voit depuis une couple d'années, puis ça fait pas tellement longtemps qu'il y a du coulage. Il y en a eu un, il y a peut-être début de Radio Infocité, on était dans notre autre studio, je me souviens très bien. C'était une lettre qui avait même l'entête de la Sûreté du Québec. Et c'est à partir de là que Lafrenière était en maudit, puis qui a dit à la commission parlementaire, on va les pogner, les bandits. Tu te souviens, François? Là, il y a eu d'autres coulages, et il y en aura d'autres coulages. Et je pense qu'on va vouloir abattre les libéraux. Maintenant, je dirais, c'est à la meilleure opposition, c'est que les Québécois vont se fier pour battre le gouvernement, pour le remplacer. Mais toi, tu t'attends du coulage, pas tout de suite, mais avant les élections? Les enquêteurs, c'est ce que je ferais. Tu sais, je fais pas de prédiction, je me dis, je me mets à leur place. Comment je procéderais, là? Parce que là, regarde, nous sommes au mois de décembre, là, OK? Dans 3 semaines, c'est Noël, là, fait que qui va se rappeler aujourd'hui des problèmes de régie interne à l'UPAC au mois de janvier, François? Là? Oh non, t'as tout à fait raison, parce qu'une grosse nouvelle au Québec, là, ça dure 2-3 jours. Chassé par une autre. Oui, puis c'est un peu normal, c'est évident. Là, les salles de nouvelles, faut pas qu'ils restent toujours sur la même nouvelle. Mais il reste une chose, par contre, c'est quand on apprend la semaine dernière que il y a des gens qui dans le rapport là, qui a été sous-scellé pendant les 80 prochaines années là, de Duchesneau, et Duchesneau a dit la semaine dernière que il y a des gens qui ne veulent pas parler, qui les nomment par des surnoms, là, par toutes sortes de surnoms, et qui ont peur à leur vie. Il me semble que
il y a des médias qui auraient pu fouiller plus que ça. QMI a lancé cette nouvelle et Séguin peut continuer à fouiller, mais il reste, on dirait que les autres salles de nouvelles, puis je peux y nommer Radio-Canada, La Presse, etc., on dirait que ça fouille pas trop à ce niveau-là. On dirait que c'est un dossier qui les intéresse pas bien. En tout cas, c'est un constat là, que je fais. Là. Je peux pas... François, ça me ramène à la commission Salvas. Là. Si tu peux pas les mettre en prison, il faut que tu les discrédites. Si tu les discrédites, là, au moins, tu les as plus dans les jambes après. Il ne faut pas mettre en prison personne. Regarde, il n'y a pas eu personne en prison parmi le cabinet de Paul Martin ou de Jean Chrétien, là, pour l'histoire des commandites, là. Si tu fais une commission, puis ça va être la même chose avec le PAC, là, regarde, le plus loin que ça s'est rendu, c'est Nathalie Normando, puis l'autre député italien dont j'oublie le nom, là, vous l'avez nommé tout à l'heure, là, dans La Fontaine. Tony Tomassi, je pense. Plus loin que ça, là. Tomassi. Marc Bibeau, Jean Charest. Oui, mais je pense que... Oui, mais t'as raison, parce que t'as vu en fin de semaine dernière, les libéraux ont été en congrès et ont invité Jean Charest, et ce qui est ressorti... Imagine-toi... Ce qui est ressorti beaucoup, c'est puis les journalistes ont quand même fait leur boulot, là, faut le reconnaître. Ce qui est ressorti de tout ça, c'est les enquêtes auxquelles fait face Jean Charest, Marc Bibeau. On est revenu là-dessus. Et Jean Charest a été obligé de dire que ça affecte beaucoup, pour le petit gars, là, ça affecte beaucoup sa famille. Mais je pense que et je me gêne pas, je le dis ici, là, Amir Kadir a fait une bonne job à ce niveau-là quand il a provoqué Jean Charest, il l'a menacé de le poursuivre. Et, il a dit à Jean Charest, poursuivez-moi. Exact. Il a demandé à Jean Charest, poursuivez-moi pour ce qu'il venait de dire. Pour diffamation. Et évidemment, Jean Charest ne voulant pas étirer le sujet trop, on ne l'a pas entendu. Mais il reste une chose, par contre, c'est que tu as tout à fait raison quand tu dis que il faut, si on n'est pas capable de les poursuivre, au moins de les discréditer, parce que on sait très bien qu'on est dans un régime, là, oui, je peux le dire, là, et le mot s'applique tout à fait, un régime corrompu. Les libéraux, c'est ça, un régime corrompu. À un moment donné, j'étais avec un Européen, puis je parlais du régime libéral, puis là, il est parti à rire parce que lui, il pensait, le mot régime, pour lui, ça voulait dire le régime soviétique. Puis non. Moi, je pense que on est dans un régime corrompu, et c'est les libéraux puis qui ont corrompu le régime, et disons les divers paliers d'État qui composent les ministères au gouvernement québécois, c'est corrompu, puis jusqu'à la moelle, puis ça va prendre du temps avant de faire le ménage là-dedans. Ça prendra pas seulement qu'un mandat des partis d'opposition pour faire le ménage, parce que vous allez voir que le prochain gouvernement, si jamais c'est pas les libéraux qui sont élus, que ce soit un gouvernement minoritaire ou majoritaire, ces gouvernements élus de façon dite démocratique, vont avoir des libéraux d'impact pendant leur mandat, qui eux sont placés là à divers paliers de l'État québécois. Et ça, eux vont... Parce que, tu l'as dit hier, François, les libéraux ont au moins 47 comtés en banque. Et pour eux, on l'a vu en 2012, il y en avait 50 élus libéraux. En 2012, ce n'était qu'une question de temps là, de se trouver un nouveau chef. Et paclard, on déclenche les élections, puis on reprend le pouvoir. Puis si on ne reprend pas le pouvoir, on va être encore assuré d'être la première opposition. Ça, c'est évident. Les libéraux vont toujours être au pouvoir ou composer la première opposition. Ce qui fait qu'eux sont toujours près du pouvoir. Et évidemment, un gouvernement minoritaire, pour eux, parfois, ça peut même faire leur affaire, parce que ça fait comme un genre de petit ménage, un petit 18 mois là, pour refaire le ménage, se refaire une beauté, trouver un nouveau chef, un style taille-fer. On le prépare déjà peut-être, mais il reste que les libéraux sont
toujours près du pouvoir. Et ça, peu importe ce qui va arriver, ils ont été tellement longtemps au pouvoir, c'est qu'ils ont des pions partout, placés partout dans l'État québécois. Et ça, gare à ceux qui vont être élus, parce que ils vont toujours avoir quelqu'un là, qui vont être prêt à leur mordre les jarrets. Là. Tu comprends? Oui. Puis ça confirme mes dires, là. Ce qui va terrasser les libéraux, ce n'est pas une campagne électorale des élections, c'est une commission d'enquête. Seule une commission d'enquête peut les discréditer à jamais. Je ne vois pas d'autre issue possible pour régler leur cas. Et c'est évident qu'ils vont... ben, il n'y en aura pas de commission. Ben, ouf. Ah, s'ils perdent le pouvoir, c'est la seule fenêtre ouverte pour ouvrir une commission d'enquête. Oui, ben, espérons que les gouvernements, le prochain gouvernement le fera. Mais il reste une chose. Est-ce que tu penses que les petits cadeaux qu'ils donnent aujourd'hui, là, les libéraux, parce que c'est avant les fêtes, tu me dis, bon, ben après les fêtes, les gens oublient vite. Penses-tu que c'est le bon moment ou il aurait pu attendre plus tard? Alors, là, j'aurais attendu plus tard, mais on sait jamais. Il va peut-être en avoir d'autres lors du discours du budget. Hein? C'est-à-dire, c'est peut-être juste des amuse-gueules, là, parce que, écoute, eux sont vraiment en train d'acheter les électeurs, là, avec notre argent, naturellement. Fait que je suis simplement... Ben, regarde, l'annonce concernant les taxes scolaires, là, la diminution des taxes scolaires, le compte de taxes scolaires, il arrive au 1er juillet. C'est à peu près, 80 jours avant l'élection, même pas, là. Mm-hmm. Donc, le timing est parfait. Ouais, ça va être une baisse de... L'effet va se faire sentir. Ouais. Mais ça va être quoi, des baisses de... On va le rater pendant les campagnes. Baisse de 50$ à la facture, là, peut-être? De 25$? Oh, plus que ça, des fois, parce que, je sais pas, tu es au courant de la situation dans certaines régions éloignées, là. Les taxes scolaires des commissions scolaires anglophones sont moins élevées que celles des francophones, ce qui fait que tu avais l'opportunité de choisir à quelle commission scolaire tu voulais que tes taxes soient envoyées. Et puis, des fois, ça peut être la moitié ou le tiers de ce que tu aurais payé pour une commission scolaire francophone quand tu te déclarais, en guillemets, anglophone. C'est un racket qu'on a découvert il y a quelques semaines, quelques mois, dont je n'étais pas au courant, là. Et puis là, la réforme de Sébastien Proulx, ça devrait mettre fin à ça. Mais ils vont uniformiser les taux de taxes scolaires, ce qui fait que pour certains, ça va signifier une baisse de taxes. Et puis, comme je te dis, ça va survenir 3 mois avant l'élection. Fait que le timing a été soigneusement choisi pour ça. Ouais, mais je pense que tu penses que le compte de taxes va être plus... la baisse du compte va être... il va être réellement baissé. Ça, c'est un engagement formel qu'ils ont pris. Bon, mais tant mieux. Ils l'annoncent maintenant, comme je te dis, mais dans l'effet va se faire sentir juste avant les élections. Fait que puis ils vont le rappeler constamment pendant la campagne électorale. Ils vont dire, voici, nous avons diminué nos taxes scolaires, puis à l'avenir, il va y avoir d'autres choses. Ben, écoute, ils sont pas fous. Hein, ils savent comment titiller les gens, si on peut dire. Hein. Enfin, ça va être probablement avant les... ça va être non pas probablement, mais 90 jours avant. C'est assez... disons... C'est un peu ça, faire de la politique aussi. Hein. Faut pas s'attendre à ce que les libéraux coupent là, vraiment d'ici les prochaines élections. Ils vont faire des cadeaux, mais on sait que les conservateurs ont essayé de le faire avant leurs dernières élections et ça n'a pas fonctionné. Je pense que les gens veulent un changement. Et ça va être, disons, ça va être difficile pour le PQ. Mais j'ai entendu Claude Veilleux tantôt à l'émission Les Chiens Fous et pour lui, disons que la serviette est lancée, mais est-ce que pour toi, la serviette est lancée de ton côté? Moi, de mon côté, je peux juste dire une chose, c'est que le PQ est rendu assez bas, il ne peut que remonter. Il serait surprenant que, évidemment, je pense que le Parti québécois garde certaines cartes dans son jeu, là, et ne montre pas son jeu tout de suite. Et puis, je pense qu'il attend le bon moment. C'est quand même pas des
je dirais, les gens du Parti québécois, les stratèges du PQ, ne sont pas des derniers venus en politique. Là. Ils savent comment ça fonctionne. Et ils savent très bien que le vote peut changer 3-4 mois avant les élections. Il s'agit qu'il y ait 1, 2, 3 députés de la CAQ qui se font prendre dans quelque chose dans le passé. Et puis, tu sais ce que je veux dire, François, là, c'est pas... les péquistes sont pas les derniers venus en politique, là. Faut jamais mettre le PQ pour battu, là. Bon, écoute, dans le calendrier, là, au milieu de janvier, doit se tenir un conseil national. Un conseil national, c'est ce qui réunit tous les présidents de comté, les présidents régionaux, l'exécutif et naturellement les députés, là. Et je crois qu'il va être question de enligner la plateforme électorale. Tu sais, il y a eu un congrès pour ouvrir à peu près tous les aspects du programme, mais lors de ce conseil national, on va se focaliser sur la plateforme électorale, c'est-à-dire les points forts qu'on va mettre de l'avant. Alors, il est possible, il y a une possibilité qu'il y ait un genre de réalignement à partir du mois de janvier. En tout cas, donc, comme tu dis, là, tout n'est pas joué, là. Il reste 300 jours, là, mais la tendance va vraiment se dessiner définitivement vers la mi-janvier. Fait que à ce moment-là, on va être beaucoup plus fixé sur comment je mets ça, le ton de la campagne électorale à venir. En tout cas, moi, je garde encore espoir. Donc, je veux dire, moi, je lance pas la serviette. Faut jamais lancer la serviette. C'est la pire attitude à prendre là, quand on est en politique ou dans n'importe quel aspect de la vie. Là. Ouais, et puis je pense que je lance pas la serviette, mais il reste une chose, c'est qu'il faut que le Parti québécois ait un plan. Et le plan, il faut qu'il soit, disons, établi, mais il reste quoi? 11 mois? Il reste 10 mois à l'élection, là, en fait. Là. 9 mois et demi, 10 mois, parce qu'on peut déjà dire là, que la session parlementaire va se terminer dans quelques jours et que après ça, les gens vont penser à la période des fêtes et puis on est rendu au 15-20 janvier. Tu me disais qu'il y avait un conseil national au mois de janvier. C'est bien ça? C'est ça. Oui, je ne connais pas la date précise, mais ça va avoir lieu au mois de janvier. Donc, écoute, ça va être intéressant à suivre parce que il y a quand même des dates à retenir là, qui vont être marquantes. Et puis, je pense que Jean-François Lisée est quelqu'un qui n'a pas, disons, l'image de René Lévesque, de Jacques Parizeau, mais il reste que François Legault et Philippe Couillard non plus n'ont pas la même ascendance que Parizeau sur les gens que Parizeau, Lévesque et compagnie. Et puis, je pense que il va... Est-ce que tu penses que ça va se dérouler au débat des chefs ou avant? Ah oui, justement, c'est l'intuition, là. J'allais aborder ça, là. C'est le meilleur communicateur des trois. Alors, beaucoup plus à l'aise que ne l'était Pauline Marois, là. Et puis, François Legault, là, c'est notre plus grande chance, là. C'est pas un bon communicateur. Comme c'est hier, je te disais ça, là, quand tu abordes une question, il est jamais capable d'aller au fond des choses. Là, c'est toujours très superficiel, là. Alors, je pense que le vent va définitivement tourner lors des débats, là, parce que je réfléchissais à ce qui s'en venait, là, naturellement, là. Et puis, le résultat électoral va réellement se jouer lors des débats. Et puis, on est chanceux parce que quoi? On a un excellent communicateur. Écoute, il est utilisé dans le domaine des communications. Il a toujours œuvré dans ce domaine-là, à Radio-Canada, à la presse, là. Et puis, c'est son plus grand atout. Lors des débats, moi, je suis... regarde, il nous l'a prouvé pendant la course à la chefferie du Parti québécois, qui était le meilleur des trois à titre de communicateur. Je veux dire, il donnait la moindre chance de l'emporter, puis contre toute attente, il a renversé toutes les prédictions. Là. Oui, il partait pas... Il est capable de le faire lors des débats. Oui, là-dessus, je suis assez optimiste. Oui, moi aussi. Je pense qu'on va assister à une campagne électorale enlevante. Je pense qu'il peut y avoir des rebondissements. Écoutez, le PQ part à 20% à peu près. Là. Faisons des chiffres, disons, des gros chiffres, là, puis disons que à 20%, je pense que la CAQ... c'est difficile, ça va être difficile dans la région de Québec, par contre, là. Mais il reste que
même si certaines personnes disent qu'il va y avoir un gouvernement majoritaire CAQ, moi, je serais surpris. Je serais surpris parce que on l'a démontré hier avec une cinquantaine de députés du Parti libéral, 3, 4, peut-être 5 de Québec solidaire. On serait rendu à 52, 53. Il faut que la CAQ ait 63 sur 72 comtés. C'est une grosse commande et il faudrait que le PQ s'effoire, là, s'effoire là, complètement. Et c'est peu probable que le PQ s'effoire à ce point-là parce que c'est nous qui avons le plus grand nombre de membres. Tout parti confondu, là, on a plus de membres que tous les autres partis réunis. Et ici, le PQ, 90 000 membres, là, c'est plus que l'ensemble des autres partis. Alors, c'est un bassin assuré, ça. Et puis, il faut pas mettre... C'est impossible que le Parti québécois s'effondre. Donc, le pire qui peut arriver, ça sera un gouvernement minoritaire, puis on aura notre match revanche par la suite. Oui, tout à fait. Enfin, écoute, ça va être intéressant à suivre. On se reparle, si c'est possible, mon cher François, jeudi. Demain soir, Max Bradette est avec nous. Et jeudi, il faut que je fasse l'annonce tout de suite. DMS, donc McLove et Caporal Chef vont être avec nous à 21h30. Ici sur radioinfocité.com. Je vous rappelle que ces deux jeunes qui sont des machines au niveau de la production et du journaliste. De la production. Impressionné par la recherche qu'ils font. Oui, de la recherche au niveau de la disons en fait, c'est des journalistes, disons, à la pige, non pas à la pige, mais indépendants, qui ne comptent pas leur temps, leurs heures et qui nous arrivent avec du matériel là, mais absolument extraordinaire, qui sont des deux qui sont, je dirais, enquêteurs urbains, si on veut, puis je pense qu'on n'est pas on est juste disons, au commencement de leur carrière. Et oui, Martin me dit des journalistes militants. Je pense que c'est le bon terme employé. Merci François, on se parle jeudi. Au plaisir. Hein? Salut. François Chartier, mesdames et messieurs, qui est avec nous cette semaine. Il est Écoutez, ça c'est un vrai militant. Il est en vacances, puis il est avec nous. Cherchez pas, là. Quand François Chartier est en vacances, il milite. Mais pas seulement que pendant ses vacances. Tout le temps. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci tout particulièrement... il ne s'en attend pas, mais à Jean-Marc Drolet d'avoir été en studio, qui a assuré la mise en onde. Merci beaucoup à Steve Fortin et un merci tout particulier à Benoît Dutrisac qui a bien accepté de venir nous jaser ça ici sur radioinfocité.com ce soir. Et encore une fois, merci François Chartier. Et nous, on se reparle demain. N'oubliez pas demain, point de bascule en compagnie de Richard Lery et toute son équipe. Ensuite de ça, je vais être là à 9h30 et Max Bradette devrait être avec nous comme à chaque mercredi. Et la semaine continue comme ça, tranquillement, pas vite. On va se rendre jusqu'à vendredi. Et si vous avez des sujets, des informations, des nouvelles, etc., à nous faire savoir, n'hésitez pas. Écrivez-nous à studio@radioinfocité.com. studio@radioinfocité.com. Merci d'avoir été des nôtres. On se reparle demain soir. François Saint-Loup au micro. Ciao. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Loup. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.
personne. Sois ma Juliette, je serai ton bam. Je suis peut-être trop vieux ou maladroit, trop entêté